Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, on fait notre crypto rapport et donc on va commencer tout de suite. Donc rappelez-vous que ce crypto rapport, c'est tout ce qui est news au sujet du Bitcoin et des autres relatifs du Bitcoin, donc principalement cash, gold, ainsi de suite et tout ce qui concerne le blockchain. Et ici, on a un point de vue global pour regarder vraiment tout ce qui se passe. Et bien évidemment, celui qui accapare toutes les news ici, c'est le Bitcoin. Et donc, on regarde ce qui se passe au niveau global, on regarde aussi les avancements blockchain ici, et après, on va un peu plus en profondeur et en se focalisant sur quelques faits réellement impactants à travers les divers continents. Ok. Et à la fin de ça, bah, qu'est-ce qu'on a? On revient sur le côté des institutions, principalement bancaires et autres grosses corporations, et on regarde un peu ce qu'ils font bien plus spécifiquement au niveau, ben, qu'est-ce qu'ils pensent du Bitcoin ou que font-ils dans le blockchain ou dans les cryptos en général. Ok. Donc voilà, et bien évidemment, je vous rappelle que toutes ces news, vous allez pouvoir les retrouver, donc avoir les liens directs vers les sources ici en description de vidéo, bah, comme ça vous aussi vous allez pouvoir les lire à votre propre discrétion. Ok, et encore une fois, un grand merci et à Nadi et à Patrick pour leur apportation et leur collaboration ici à l'émission d'aujourd'hui. Donc un grand merci à vous deux. Et donc là, sans plus tarder, on va commencer. Et je vous rappelle aussi que tout ça, vous allez pouvoir le retrouver et me retrouver moi aussi au 3xw.jctune.com. Ben, j'en profite aussi pour passer, comment dirais-je, une petite annonce. Ben, donc ça, c'est la boîte de consulting et de recherche. Rappelez-vous que nous, c'est ce que l'on fait. On n'est pas une école de trading. C'est une boîte ici, c'est une compagnie de consulting et de recherche. Donc vous nous consultez et nous, on vous oriente exactement dans la bonne direction et on a réponse à vos questions. Donc c'est ça. Ok, et bien évidemment, on vous fait, comment dirais-je, on vous montre comment vous-même arriver à faire de la recherche. Nous, c'est ce que l'on fait pour d'autres institutions et pour d'autres individus et d'un autre côté donc des investisseurs principalement et d'un autre côté ben, on donne aussi accès on va dire aux particuliers donc ceux qui ne sont pas investisseurs sophistiqués on leur donne exactement ben, les mêmes outils d'apprendre exactement la même chose afin que vous puissiez le faire directement vous-même. Pourquoi? Ben, parce que des grosses corporations ben, pour eux ce sont des rapports de consulting et de recherche qui sont à 3 4 5 000 et plus donc ça dépend ce dont ils ont besoin et parfois ben, un particulier ben, n'a que 5 000 à investir donc si vous mettez ce que vous avez à investir directement dans de la recherche ben, voilà, vous devez encore attendre d'économiser et d'aller de l'avant. Donc ici, c'est le même service, mais on va dire, on a un peu plus mâché. Quand je dis mâché, c'est quoi? Mastiquer l'information avant de vous la donner. Un investisseur sophistiqué, on peut lui donner ça de manière solide. Vu que lui, il sait déjà à quoi il a affaire, il est bon, comme dit son nom, hein, c'est un investisseur, enfin son titre, un investisseur sophistiqué, mais un particulier, non. Vous avez peut-être passé toute votre vie sans réellement être exposé à ce genre de choses. Donc, un exemple, vous venez de la classe ouvrière ou peu importe, et tout d'un coup, ben voilà, vous vous retrouvez à parler comme un financier de Wall Street. Sachez que vous n'allez rien comprendre. Donc ici, on a simplifié encore plus l'information. Et donc là, ben, c'est ce qu'on fait pourquoi? Ben, pour avoir accès à la même information et aussi ben, mettre les chances de générer du profit de votre côté. Bien évidemment, il faut encore faire le travail. Il faut encore apprendre, il faut encore assimiler la matière et ensuite aller prendre du risque dans le marché. Donc c'est un processus qui prend du temps. Mais ici, au moins, vous êtes exposé, comment dire, vous êtes du bon côté du trade déjà pour commencer au niveau de l'information. Donc voilà ce qu'on fait ici à la boîte de consulting et de recherche. Et la petite info que je passe, c'est quoi? C'est par rapport au Global Q Research, donc le Q3. Il est là, il est disponible. Et donc, rappelez-vous, donc là, j'ai fini de l'éditer. Donc ici, on a 125 pages de PDF avec ces heures de vidéo, donc réparties sur cette vidéo. Donc là, je dis ça pourquoi? Il y a une notification qui arrive depuis, on va dire, le lien privé à travers le canal, celui-ci, donc le Trading Bullshit qui vous arrive. Et d'un autre côté aussi, à travers Google, vu que c'est un Google Docs qui a été partagé directement ben, à tous ceux qui sont souscrits à cette solution. Donc là, vous avez reçu la notification de Google aussi en privé plus quoi? Ben, plus aussi un lien alternatif. Donc, vous avez aussi un deuxième accès à une playlist de sauvegarde privée aussi. Donc, au cas où Google, on va dire, au cas où YouTube, à travers le Trading Wall Street, enfin, ça dépend, à travers, comment dire, si vous n'avez pas été notifié à travers la source première, eh ben, vous avez le backup. Donc, c'est la source numéro 2 à laquelle vous avez aussi accès. J'ai autorisé ben, tous les emails de ceux qui sont souscrits à ce service afin de quoi? De pouvoir ben, visionner cela sans aucun problème, vu que j'ai remarqué que YouTube avait, souvent j'ai remarqué que c'est toujours 4-5 adresses qui n'étaient jamais notifiées par YouTube, chose qui était curieuse, et ils n'ont jamais pu, comment dirais-je, ben, me donner une réponse satisfaisante à ce niveau, vu que les adresses des clients, elles sont là, et pourquoi ça ne leur arrive pas, ben, j'ai jamais eu de réponse par rapport à ça, ben, donc la solution c'est quoi? Vous rebalancer sur une adresse de backup, comme ça c'est OK, et apparemment j'ai déjà reçu des emails que c'était OK. Donc voilà, donc bon visionnage
visionnage du Q3, donc profitez-en. Et donc bah, pour moi, vous pouvez aussi me retrouver ici par email, ainsi donc ceux qui sont intéressés par pas mal de choses, retrouvez-moi par email. Et ici, écrivez-moi et ainsi de suite. Tout ce qui est business et bien évidemment qui a à voir avec le consulting et la recherche. Et là, bah, là, je serai enchanté de pouvoir vous aider. Donc voilà, mes petites annonces sont passées. Maintenant, on est là et on va commencer. Donc d'abord, on va commencer par un tour de table global. Numéro un, on va revenir un peu sur ce que l'on a vu. Et qu'est-ce qu'on a vu au début? Rappelez-vous, durant un certain moment, le Bitcoin avait dépassé la phase des 8000, donc c'est ce qu'on attendait. Donc c'était vraiment les 300 milliards de market cap. On a vu le Bitcoin monter, flirter avec les 8500. Et maintenant, on voit qu'on est plus bas que ce niveau-là. Donc maintenant, on se stabilise. Donc là, on est là à un niveau, on est flat réellement. On voit qu'on n'a pas eu de continuité, on devait être au-delà des 8500. Et là, ben, si demain on clôture à ce niveau-là, donc c'est une clôture flat. Et demain, lors de l'émission du dimanche, on va voir c'est équivaut à quoi. À quel niveau est-ce qu'on est toujours dans un canal baissier? On est où? Résistance, support, tout ça, on verra ça demain dans l'émission de trading. Donc demain, ne ratez pas le bit dimanche. OK? Donc voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans cette montée, donc la market cap, donc c'était quoi? Un Bitcoin dans les 7000, 7005 jusqu'à arriver à 8000 et dépasser, donc toucher les 8500 et maintenant retracer. On avait vu que quoi? Il y avait beaucoup, il y a eu un spike au niveau des volumes du quoi? Des Bitcoins futurs. Donc là, on a vu que quoi? Pratiquement un demi-milliard de dollars tradés à la hausse. Donc là, il y avait pas mal d'engouement. Maintenant, ça c'était une chose. Maintenant, revenons en arrière. Donc, vous voyez exactement, on voit ici, je ne sais pas s'ils ont mis les périodes de temps. Voilà, dans les différentes journées qu'on avait, vous voyez qu'on a décollé, on venait d'ici. Et après, vous voyez qu'on est en train de monter, 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 jusqu'à atteindre ces niveaux. Donc, vous voyez toucher pratiquement les 8500. Et maintenant, vous voyez qu'on revient là. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que, on va faire un peu de technique rapidement. Si on a ce point, on avait cette résistance ici, on est monté, on a ça et on fait ça. Donc là, vous avez compris que quoi? On a déjà un cycle. Donc un A, un B, C avec un point d'interrogation, on ne sait pas il est où. Mais là, on s'attend à voir quoi? Un nouveau canal de haussier. Rappelez-vous qu'à un moment donné, on était comme ça. On a cette phase ici. Et là, c'est on va dire dans du moyen terme, parce que dans du long terme, on a aussi un niveau entre les 6000 et les 10 000 et un peu plus haut. Mais maintenant, réellement, on s'attend à voir quelque chose comme ça. Est-ce que réellement on est là? Est-ce qu'on est réellement maintenant dans cette phase boule, ainsi de suite? Donc dans un bull run, dans un momentum haussier, est-ce qu'on repart vraiment à la hausse? Bah là, on verra. Là, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut trouver. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici, puisque ça fait c'est encore toute autre chose ici. Mais suivez l'argent. Il faut suivre l'argent. Donc quand je dis ça, il faut suivre l'argent, c'est quoi? Pour que le marché monte, comme on a vu dans l'article, qu'est-ce que dit l'article ici? C'est qu'on a eu un demi-milliard qui est rentré. Ben, il faut une suite à ce demi-milliard. Donc il faut toujours que le volume haussier continue à aller de la hausse. Mais ces dollars-là, ils ne viennent pas du ciel. Ces dollars-là, ils sont quelque part. Et là, ils ont décidé de rentrer dans les cryptos. Donc maintenant, il faut voir, est-ce qu'il y a encore plus de dollars? Où sont-ils? Et vont-ils rentrer dans les cryptos? Sous base de quelle probabilité? Sous base de quel catalyseur? Qu'est-ce qui ferait que ces dollars rentraient dans les cryptos? Donc très important de quoi? Comme je dis toujours, c'est follow the money. Il faut étudier l'argent, savoir l'argent, il est où? Et après, tiens, se dire, tiens, ici on a vu un demi-milliard rentrer, il y a bien plus que ça. Rappelez-vous qu'on parlait, M. Hoskinson parlait de quoi? Donc Hoskinson, ceux qui ne savent pas, c'est Charles Hoskinson, du CEO de IOHK, donc cofondateur d'Ethereum. Et maintenant, il est derrière le Cardano et l'Ethereum classique et tout ça. Il parlait de trilliards de dollars. Vous voyez que 572 millions, c'est très loin des trilliards. Donc maintenant, où est ce reste? Oui, et ça, c'est une étude qu'on a commencé à faire, donc une analyse de concept dans le Q3, dans la première vidéo. Donc ceux qui l'ont, vous allez voir cela exactement. Et nous, c'est ça la clé, c'est suivre l'argent. Où est l'argent? Car pour que ça remonte au niveau des 20 000, il faut pas mal d'argent. Donc cet argent, il est où? Donc c'est celui-là qu'on doit suivre. Ici, on a vu qu'une fraction. Ici, c'est même pas une fraction, c'est la fraction de la fraction de la fraction qui est rentrée. Ça, c'est juste pour se mouiller les pieds. On est à la plage, on est juste au bord de l'eau. On a juste mouillé les pieds, on a de l'eau jusqu'aux chevilles. On ne s'est pas encore totalement immergé. Donc, c'est-à-dire quoi? Que tous ceux de Wall Street, vu que c'est eux, ne se sont pas encore totalement immergés. Et là, ils ont mis, même pas les pieds, ils ont mis juste un orteil. Ça, ce n'est rien. Et juste si tout l'engouement que j'ai vu juste avec un orteil de Wall Street, ça fait tout ça, on n'a encore rien vu, qu'il n'y a encore rien de fait ici. Okay, donc là, on doit toujours avancer en ayant la tête froide. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, ceux qui est non initié, ceux qui est novice ne comprend pas cela. Okay, donc là, où il y a un gros travail à faire. Donc ne vous laissez pas avoir et faites super attention pour, je sais pas, ne mettez pas tout ce que vous avez à mettre maintenant à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un système, une stratégie, mais bon voilà. Là, sinon c'est une vidéo qui va faire 6 heures. Maintenant, quoi?
On a ici l'émission de Ryan Neuner, et donc le crypto trader, et dans cette émission aussi, il est allé se déplacer un peu partout. Et là, il y a des personnages intéressants qui sont en train de parler ici et là. Il a parlé avec qui? Mike Novogratz, tout le monde connaît, hein. Mike Novogratz, ex-Goldman Sachs, ex-portfolio manager, et ainsi de suite, à Fortress Capital, maintenant son propre Galaxy Fund, ainsi de suite. Et donc là, il revient un peu pour parler au niveau de ce que l'on voit. Est-ce que maintenant on retourne vers les 10 000? Est-ce que d'abord on a vu le bottom? Est-ce que maintenant on va aller aux 10 000? Donc rappelez-vous, on est dans ce range, hein, donc les 6 000 pour le moment comme support, 10 000 comme résistance avec encore une résistance beaucoup plus puissante au niveau des 12 000. On verra ça demain lors de l'émission du dimanche. Arriver aux 20 000 $, pulvériser cette résistance max de 20 000 $ pour après avoir un nouveau haut, donc un point D dans un grand ABCD de long terme aux 25 000 $. Donc là, il répond à toutes ces questions, mais l'émission est super, super intéressante. Alors continuons. Encore une autre émission de Ryan Neuner, donc de Crypto Trader, mais maintenant il est allé voir qui? Donc là c'est une deuxième partie. Il est allé voir Tushar Jain. Et qui est Tushar Jain? Donc Tushar Jain c'est quoi? C'est un hedge fund manager qui est un crypto hedge fund. Une personne très 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 intelligente. Et ici voilà, c'est celui que vous avez ici à l'écran. Et je pense qu'il est basé à Silicon Valley, si je ne me trompe pas, ou bien quelque part en Californie, enfin soit. Et ici, la chose c'est quoi? C'est qu'il revient réellement sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce marché. Comment est-ce qu'on traite ce marché? Vous voyez que on est dans un bear market. Et dans ce bear market, qu'est-ce que l'on fait? Et vous allez voir qu'il a la notion que je vous dis souvent, si dans ce marché qui est baissier, je répète, là, faites très attention à ce que je dis, on est dans un marché baissier. Si dans ce marché baissier, vous n'êtes pas en train, un, d'accumuler ou deux, de shorter, que faites-vous dans ce marché? Vu que ça, ce sont les deux options que vous avez. Et vous voyez que là, moi, vous m'entendez le dire, mais ici, on va dire, on a une personne qui a donc vous avez eu Multi-Chain Capital, donc une grosse boîte avec pas mal d'argent, pas mal de millions, proche du milliard même, je pense, qui est en train de parler de comment est-ce qu'on traite dans ce marché. Et là, il revient sur ces points-là. Comme il dit bien, c'est un point. On est dans des points d'accumulation et dans des points de short. Et donc là, il explique, il est long quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train d'accumuler et qu'est-ce qu'il est en train de shorter. Ouais. Et donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc il parle des shorts Ripple, des shorts ceci, shorts Litecoin, shorts cela, et ainsi de suite, et tout ça. Et il explique exactement pourquoi. Ouais, donc c'est très important que dans ce marché, comment est-ce qu'on trade dans ce marché. Donc là, il explique bien comment il a comment dirais-je, comment est-ce qu'il explique cela sur base de son portefeuille qui est un portefeuille long short. Donc long, portefeuille d'une partie haussière et short d'une partie baissière. Mais ce qui est long, donc là, il rentre de manière stratégique dedans et les autres, voilà, il est prêt à prendre du risque avec des, comment dirais-je, prendre du risque à la baisse. Donc continuer à les shorter. Oui. Et donc il explique bon, dans la demi-heure qu'on passe avec lui ici, il explique réellement cela comment dirais-je, bon, dans cette demi-heure-là, il explique ses concepts, ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est très, très, très intelligent, très intéressant. C'est une personne très, très, très intelligente qui sait exactement ce que l'on fait, et donc loin des folies que vous allez pouvoir voir à gauche, à droite. Donc ça, c'est de la réalité des personnes qui ont des milliards dans le marché, là, maintenant. Et vous voyez que moi, je vous l'ai toujours dit, pour le moment, je ne suis pas du côté short parce que je suis dans une optique d'accumulation, d'optimiser les portefeuilles pour voir parce que je vois ici une opportunité. Je reviendrai dans la spéculation, que ce soit à la hausse ou à la baisse, une fois que mon optimisation d'accumulation soit atteinte. Tant que je n'ai pas atteint ça, voilà. Pourquoi? Parce que je dois bien avoir le risque sous contrôle. Et donc là, voilà, en parlant par rapport de tout cela, lorsque j'ai fini le Q3 maintenant, j'en parle avec pas mal d'entre vous, donc clients. Pour la rentrée, je ferai sans doute, je vais voir si ou ça va être une vidéo live, donc une vidéo live portfolio, donc un insider trading, où je vais inclure cela dans la partie Global Q2 sur ce Q4. Comme ça, ceux qui ont accès aussi à ce service vont pouvoir voir aussi ce qu'il y a, vu que c'est quand même crypto. Donc là, c'est assez intéressant avec sur base du modèle de mon portefeuille réel. Et là, réellement, comme ça, vous savez exactement ce qu'il y a et quels sont les outils que j'utilise et quels sont, comment dirais-je, au niveau de la couverture, tiens, ce que je vois au niveau des shorts, bon, on verra, vu que le Q3, c'est quoi, octobre, donc on verra d'ici là ce qui se passe, dans quelle optique, enfin, dans quelle phase de marché on va être, mais ça va être quelque chose de très, très, très intéressant. Donc ça, c'est une chose clé. Donc je répète, si aujourd'hui, vous êtes dans ce marché et que, un, vous n'êtes pas en train d'accumuler, donc c'est-à-dire quoi, commencer à construire votre position sur base de quoi? D'une hausse future, mais horizon long terme. Donc, ça va être quelque chose de minimum 6 mois et même plus. Donc, on va dire une horizon d'un an minimum. Donc, je répète, vous n'êtes pas en train d'accumuler avec une optique de holding d'un an minimum ou deux, que vous n'êtes pas en train de shorter. Posez-vous la question, que faites-vous dans ce marché? Ok, continuons. Alors maintenant, vu qu'on a parlé un peu de l'engouement de Wall Street, ainsi de suite, et on va revenir un peu en arrière. On va revenir en arrière sur quoi?
il y avait ce fameux ETF, bon là ils ont fait une erreur, EFT, non c'est ETF, qui devait venir de quoi? Des frères Winklevoss, encore d'autres ETF aussi qui étaient proposés par Van Eyck Fund aussi. Donc il y en avait deux, hein, mais le plus important c'est celui, enfin pas le plus important, le plus médiatisé, on va dire ça comme ça, c'était celui des frères Winklevoss. Et maintenant, on avait vu déjà cet article il y a un bout de temps, donc ils sont encore revenus dessus, hein. C'était quoi? Ben, est-ce que ça va avoir le même effet que ça a eu sur le gold? Est-ce que ça a permis au gold bah, tiens, d'aller plus haut? Est-ce que ça a ramené beaucoup plus d'investisseurs? Les gens étaient beaucoup plus contents, vu que quoi, ils pouvaient être là, y avoir de la diversification, ils pouvaient faire quoi? Hedger leur position, enfin, avec tout ce qu'ils voulaient faire déjà, le hedge avec les contrats futurs, avec des dérivés, et avec ici les ETF, ainsi de suite, donc voilà, tout ça. Est-ce que ce genre d'ETF, ce genre de produit va avoir les mêmes effets que ça a eu sur le gold? Et ça, c'était une grosse question. Donc là, maintenant, là, c'était la question qui était prouvée, qui était posée avant ouais, l'approbation ou non de cet ETF. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? News est tombé il y a quoi? 48 heures, 72 heures, que quoi? Que par rapport à tout ça, bon voilà, on reste encore avec Rainer. Maintenant, c'est quoi? On a eu un bounce. Donc le bounce qui était créé, c'était quoi? Donc le bounce, donc un rebond. Donc boum, ce spike soudain qu'on a vu, hein, passer de 7000 et être au-dessus des 8000, avec tout ça en tête. Donc avec l'ETF, ce qui allait se passer, l'infrastructure qui est en train de s'améliorer, ci, ça. Donc il y avait beaucoup de choses à avoir. Alors maintenant, lorsqu'on arrive ici, qu'est-ce qu'on a? On voit quoi? Les news qui sont arrivées il n'y a pas longtemps. C'était quoi? Bah tiens, la news, l'ETF des frères Winklevoss a été rejeté une fois encore. C'est pas la première fois. Maintenant, on va voir s'ils vont faire appel et bon, s'ils vont continuer. C'est un long processus. Quand on dit rejeté, bon, c'est rejeté pour le moment, mais ça reste toujours en suspens. Maintenant, ils vont encore continuer à essayer de quoi? C'est d'être d'accord avec les législateurs, donc ceux qui font les lois et ainsi de suite, et voir, bah tiens, comment est-ce qu'ils peuvent avoir une proposition qui, on va dire, va leur permettre d'avaler cette pilule. Ouais, tout simplement, c'est ça. Donc là, c'est une lutte avec ceux de la SEC. C'est quoi? Bah, c'est Washington et c'est tout ce qu'il y a, ainsi de suite. Donc là, c'est quoi? C'est une lutte. Ça va être du lobby, ça va être pas mal de choses et c'est de l'argent. Tout simplement, c'est ça. Donc comprenez ça comme ça. Donc maintenant, il y a encore un deuxième article qui revient dessus, qui nous parle un peu de ce qui se passe ici au niveau de, comment dirais-je, du ETF des frères Winklevoss, ainsi de tout ça. Ben ouais, que pour pas mal de choses, hein. Donc là, ils ont peur de tout ce qui pourrait venir après. Rappelez-vous que ce genre de produits, ce sont des produits qui sont complexes, qui ne sont connus et, comment dirais-je, connus et utilisés de ceux qui opèrent à Wall Street. Et donc là, vous allez voir un peu plus loin ce que je veux dire par là. Donc retenez bien ce que je vais dire, et vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour le grand public. Donc rappelez-vous, ce n'est pas, on va dire, pour vous qui commencez, pour vous qui êtes non initié, ainsi de suite, ce n'est pas pour vous. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a une transition qui est en train de se faire sous les yeux de tout le monde et, comment dirais-je, je le vois, hein. Donc ceux que j'ai au niveau du contact, c'est principalement bah, avec ceux avec qui je suis en interaction, donc ceux qui sont clients, ainsi de suite, en consulting et tout ce que vous voulez. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore méconnues. Et il y a une phrase que je vous dis souvent, donc la plupart d'entre vous, vous êtes là, vous m'écoutez, vous êtes atterrés par ici par rapport à quoi? Par rapport au côté crypto. Mais beaucoup, parfois, ne comprennent pas et trouvent ça parfois un peu barbant, un peu rasoir de devenir retourner en arrière. Rappelez-vous que qu'est-ce qu'il y a? Ces personnes-là, ils ont été connus comme étant investisseurs dans Facebook. Donc, ils viennent d'un certain monde, du monde de Wall Street. Vous voyez, si on parle de Wall Street, la SEC, ainsi de suite, c'est quoi? C'est Wall Street. Maintenant, venant de Wall Street, ils arrivent dans le monde des cryptos. Maintenant, vous voyez que ce qu'ils sont en train de faire dans le monde des cryptos, c'est quoi? C'est d'avoir les mêmes outils qu'ils avaient à Wall Street, ils les ramènent ici dans le monde des cryptos. Et là, ça pose problème, probablement preuve que les cryptos n'ont pas toujours, surtout le Bitcoin, assez décentralisé, c'est pas régulé, ainsi de suite. Enfin, là, on connaît déjà ce refrain-là. Mais maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que vous devez retenir d'ici? Retenir de tout cela plutôt. C'est que ces personnes viennent d'un monde qui est régi sous certaines règles. Donc il y a un modus operandi. Maintenant, ils sont en train de construire la même infrastructure, donc étendre cet empire dans les cryptos. Donc vous connaissez mon fameux refrain, le trading existait avant les cryptos, et les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc là, ici, vous en avez la preuve vivante, deux fois même. Et c'est quoi? C'est que tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est pourquoi on parle de l'entrée, oui, de l'argent du capital de Wall Street qui va rentrer dans les cryptos, ainsi de suite. Mais c'est juste, comment dirais-je, venir acheter une nouvelle propriété. Et donc ceux qui sont locataires, qui étaient, on va dire, Pépé le boulanger qui était locataire, va devoir quitter les lieux. Pourquoi? Parce que maintenant le frère Winklevoss va venir acheter ça, mais acheter ça pour qui? Pour Warren Buffett et tous les autres, tous ceux qui ont tout leur capital et qui dominent Wall Street, qui ont le monopole sur Wall Street aujourd'hui. Et ils viennent faire la même chose ici dans les cryptos. Ils ne viennent pas partager les parts de le gâteau avec vous, ils viennent dominer ce gâteau. Donc là, ils sont en train de ramener leurs affaires. Et c'est quoi leurs affaires? C'est les ETF, c'est les futurs, c'est les dérivés, c'est les ci, c'est les ça, c'est les inversés, enfin c'est tout ce que vous voulez. Ça, c'est, vous voyez que lorsque vous déménagez, c'est des meubles.
Mais ici, ce n'est pas des meubles. Ils sont en train d'amener les produits. C'est ça leur meuble ici. Ce sont tous ces produits. Et comprenez que ça, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas l'avantage de tout le monde. C'est l'avantage du capital. C'est très important. Et le capital qui, pour le moment, est encore logé à Wall Street. Et avant qu'il rentre ici, il faut tout ça. Donc ça, c'est l'avantage du capital et tout ce qui va avec. Donc là, maintenant, c'est juste une guerre d'institutions, on va dire ça comme ça. L'institution législative face à l'institution financière. Tout simplement, la guerre, elle est là. C'est une guerre interne entre eux. Donc là, ne vous laissez pas avoir parce que vous voyez dans les médias. Donc c'est ça que je vous dis que vous ne devez pas être cryptocentrique, vous devez avoir une vision et une connaissance qui va au-delà de ce qui est financier. Ou bien vous n'allez rien comprendre. Vous allez juste voir des news ici, ah ouais, tiens, il y a eu ça, le Bitcoin va aller à 30 000, oui, mais c'est pas pour que vous y participiez. Sachez-le, et ça je vous le dis. Revenons maintenant, restons avec la SEC, et on a encore ici, CNBC, ils ont couvert cela, on voit quoi, que le ETF de Bitcoin a été rejeté pour la deuxième fois, mais c'est pas fini, il y aura une troisième, une quatrième, une cinquième, jusqu'à ce que je vous le dis, ça va être accepté. Il y aura une forme de ETF qui va être acceptée. Et rappelez-vous, il n'y a pas que, à la SEC n'est pas en train de uniquement traiter la demande du ETF des frères Winklevoss. Le ETF est un ETF composé, donc c'est un produit complexe. Ça a le nom d'ETF, mais il y a des caractéristiques qui lui sont propres. Il y a aussi Van Dyck, non c'est Van Dyck, oh, il y en a pas mal. Il y a d'autres fonds qui sont aussi en train de mettre, qui ont aussi émis des propositions à la SEC, qui sont encore en train d'être en revue maintenant. Donc ce n'est pas le seul. Rappelez-vous que ça c'est juste pour eux, c'est juste le nom qui est mis en avant. Il y a beaucoup de fonds qui ramènent aussi des ETF. Il y a Kevin O'Leary de Shark Tank aussi qui est là, avec O'Shares qui est lui aussi en train de ramener des ETF. Il y a plein de monde qui est en train de le faire. Ça c'est juste celui qui est le plus médiatisé. Rappelez-vous, ils sont en train de déménager, même pas, ils sont en train d'aménager. Donc, ils amènent leurs affaires dans le monde crypto. Donc, si vous ne savez, là, il est au New York Stock Exchange. Donc, si vous ne savez pas comment ils opèrent ici, et maintenant vous voyez qu'ils sont en train de rentrer dans cet univers-là, vous allez avoir des gros problèmes. Votre capital, ici, c'est quoi le problème? C'est par rapport à votre capital, vos investissements et ce que vous êtes en train de faire. Vous aurez des gros problèmes par rapport à ça. Ok? Donc, mettez-vous à jour. Ça, c'est mon conseil. Continuons maintenant. Si c'est un conseil, c'est apprendre à laisser, mais c'est donné gratuitement. Donc, ceux qui ne font pas ce qu'il a à faire, tant pis. Moi, comme je vous le dis, je ne suis pas cryptocentrique. Donc, moi, je suis autant dans Google, dans Amazon, que dans Bitcoin, que dans Ethereum, ou que dans EOS. Que dans le gold, dans le pétrole, dans tout ce que vous voulez. Ouais. Alors maintenant, on continue ici, on reparle un peu de ce bounce back, et donc là maintenant, on analyse un peu ce qui se passe. Donc là maintenant, quand il parle de hurdle, comprenez que ça c'est quoi? C'est résistance. Quelle va être la prochaine résistance que va avoir le Bitcoin par rapport à cette montée? Numéro un, la première résistance, ça a été au niveau de la législation. Mais là, c'est quoi? Il est en train de faire un parallèle entre ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver dans le prix. Donc maintenant, c'est quoi? Est-ce qu'on va, le rejet de cet ETF, est-ce que ça va mettre un prix, une résistance au prix? Donc maintenant, vous voyez qu'on a un niveau clé. Donc c'est les 8500. Vous voyez qu'on a rejeté ce niveau. On est entre 8500 et 8000. Première. Deuxième chose, maintenant, cette rejection, est-ce que ça va booster les altcoins? Troisième, est-ce que les altcoins vont rattraper le Bitcoin? Donc là, par rapport à ça, on va voir maintenant l'interaction au sein de l'écosystème crypto. Vu que c'est quoi le Bitcoin? C'est la porte d'entrée. À travers le Bitcoin, quand on achète du Bitcoin, on va vers les altcoins. Et là, maintenant, si on sort des altcoins, on récupère quoi? Premièrement, du Bitcoin. C'est pas du fiat qu'on récupère, c'est d'abord du Bitcoin. Donc maintenant, tout ça, ça va avoir un impact sur le Bitcoin et on va voir réellement ce qui va se passer. Donc ça, c'est très important, tous ces points que lui est en train de, comment dirais-je, de souligner ici. Donc c'est très important ce qu'il est en train de dire ici. Donc là, voilà, donc là vous avez la vidéo, vous allez pouvoir voir ça, étudier cela. Et là maintenant vous voyez qu'il est en train de comparer cela par rapport à quoi? Par rapport au ouais, que le Bitcoin pour le moment voilà, est au-dessus de tous les autres. Hein. Donc par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la hausse. Et là, c'est ce qui se passe ici. Donc il y a eu cette demande par rapport au Bitcoin et les autres, ça n'a pas suivi. Donc c'est ce qu'on a vu durant cette semaine. Donc là, maintenant, voilà, faut voir est-ce que ça va continuer. Maintenant, tout ce qu'on est en train de voir, ça, on va dire, ce sont des fondamentaux à moyen terme. Donc fondamentaux, peut-être pas trop, enfin oui, par rapport au Bitcoin, oui, mais fondamentaux et catalyseurs de ce qu'on est en train de voir maintenant à court terme. Donc une question de jours. Ok, avec des effets directs qu'on va voir dans les 15, 1 heure, on va dire à la journée. Ok. Maintenant, continuons. Et par rapport à tout ça, vous voyez que par rapport à tout ce qu'on vient de voir, toutes ces news et ainsi de suite, ça joue sur quoi? Ça joue sur une chose qui est clé, ça joue sur la psychologie des foules dans les cryptos. Donc psychologie, crowd and crypto. Oui, et donc là, la véritable raison derrière le changement, enfin derrière les fluctuations de prix. Donc c'est très important de comprendre que tout ce que vous voyez au niveau des marchés financiers, c'est quoi? Ça a à voir avec la psychologie des foules, leur état à un moment déterminé, et s'ils sont euphoriques, donc c'est-à-dire s'ils sont euphoriques ou pessimistes par rapport à un prix. Le prix de quoi? D'un actif. Donc, il faut comprendre cela. Ouais. Et surtout ici, maintenant, lorsque 2017, c'était un marché qui était bougé, on va dire, mouvementé, et qui était, on va dire, à la couche supérieure, donc la couche exposée du marché, donc au niveau du pic
Donc fin 2017, début 2018, le pic du marché était quoi? C'était un pic du marché qui était, on va dire, qui était en avant dans ce pic de marché. C'était qui? Bah, c'était les particuliers, donc Pépé le boulanger, donc encore une fois Mastar. Mais qui faisait le fond de ce marché, c'est-à-dire quoi? La partie submergée de l'iceberg, c'était les premiers, donc les innovateurs, les premiers adopteurs, donc Roger Ver, ainsi de suite. Quand je dis innovateur, c'est Satoshi Nakamoto qui aujourd'hui a toujours 1 million de bitcoins. Il n'en a toujours pas vendu. Vous avez jamais entendu dire, ah bah tiens, on a vu l'adresse de wallet de Satoshi Nakamoto qui vient de dumper X montant de bitcoin. Non, jamais, ça s'est jamais vu. Roger Ver, non plus. Il a juste fait un switch principalement de bitcoin vers bitcoin cash et d'autres altcoins qu'il est même en train de supporter et pour lesquels il est en train de payer lui-même. Un. C'est deux. Numéro 3, c'est quoi les premiers investisseurs? C'est qui les premiers investisseurs, on va dire, investisseurs spéculateurs? Donc, ce sont tous ces fameux whales. Mais qui sont ces whales? Beaucoup de gens disent oui, les whales ici, les whales là, ouais, les grosses baleines, ils ont fait ci, ils ont dumpé, mais c'est qui? C'est qui ces whales? Une chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Mike Novogratz est un whales. Un whales, c'est quoi exactement? Je vais vous le dire, c'est quoi les whales? En grande partie, je dis bien en majorité, donc pas à 100%, en grande partie, c'est quoi? C'est ou un loup solitaire. Un loup solitaire, c'est quoi? C'est un gars qui venait d'une institution, donc un gars qui a déjà du capital, donc 1 million minimum et plus, qui va trader de lui-même, avec de la marge. Parce qu'avec de la marge, il a 1 million, il peut avoir du 5 à 1, donc il peut avoir 5 millions et faire des achats et des ventes de bitcoin, donc ça fait pas mal, ça fait beaucoup. Donc assez de capital pour bouger le marché, c'est ça, tout simplement, c'est ça un whales. Une personne ou un groupe de personnes qui ont assez de capital pour faire bouger le marché. Un. Numéro 2, c'est ça, ou c'est un loup solitaire, principalement une personne qui vient du monde financier, ou parfois, comme je les appelle, ce sont ce sont des spéculateurs, mais ce sont quoi? Bah, ce sont des espions, on va dire, ce sont une personne qui vient d'une institution, qui a eu une mission, bah, tiens, toi tu as une mission, tu as du capital, bah, va opérer. Et ben, c'est quoi? Ben, si lui il est tout seul, ben, c'est un loup solitaire, donc un spéculateur isolé, mais ou bien pas mal de ces personnes-là peuvent se mettre ensemble. Rappelez-vous que Mike Novogratz, il a bien dit lui-même que quoi? Il a pas mal de millions de dollars qu'il a, et il a fait pas mal d'achats et ventes de bitcoin en dehors de son institution. Donc à lui, à titre personnel. Et vous en avez pas mal d'autres qui font pareil, mais qui se mettent ensemble. Donc il dit, bah tiens, si moi je suis tout seul, j'ai 1 million, je prends du levier, j'ai 5 millions. Ben, si toi, moi, si on est 10 et qu'on a 10, on a 1 million, donc ça fait 10 millions. Et qu'avec ces 10 millions, on peut avoir un peu plus de levier. On va au Japon, par exemple, pour opérer, vu que on est instituteur, on est quoi? On est des investisseurs accrédités, on peut aller partout dans le monde. Et on peut monter une association rapide, une organisation qui peut être incorporée dans n'importe quelle juridiction hors des États-Unis, même si on est citoyen américain, donc on peut opérer à travers le Japon, qui lui va nous donner beaucoup plus de levier. Et on peut jouer comme ça en faisant de l'arbitrage entre différents fuseaux horaires et acheter ici, dumper là-bas. Et donc on a cette capitale maintenant, nous, pour faire bouger les marchés. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on appelle les waves. Maintenant, tout ça, il faut savoir exactement c'est quoi. Donc, ce sont les différentes couches que vous avez dans le marché. Maintenant, rappelez-vous, ça, c'est la partie submergée de l'iceberg. Ça, ce sont ceux qui contrôlent l'offre. Au niveau de quoi? De leur pouvoir d'achat. Et maintenant, ce qui est au pic de l'iceberg, c'est quoi? Bah, c'est un Pépé le boulanger qui, lui, bah, va être là, va voir le bitcoin à 20 000, promesse que ça va monter à 40 000, et il rentre, et après, boum, les whales dump, et il se retrouve quoi? À un achat à 20 000 qui vaut 5 000 aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre cela. Maintenant, ici, en baissant, qu'est-ce que l'on a? Il y a une citation de Nicolas Colas, donc cofondateur de DataTrek. Donc c'est quoi DataTrek? Ben, c'est une boîte de recherche qui dit que d'après ce qu'il pense, quand il voit exactement tout ce qui se passe, il a fait un sondage et il y a eu une réponse clé. Après avoir sondé pas mal d'analystes financiers, donc des professionnels de Wall Street, ouais, comme on dit, qui gagnent leur vie en analysant et en évaluant la valeur des actifs. Oui, mais vraiment passer au crible, mais à travers quoi? Qu'est-ce qu'ils analysent? Donc, vous avez bien vu que si eux, les professionnels, regardez, là, ici, dans cette situation, vous avez déjà la clé de ce qu'ils font. Les professionnels analysent la valeur. Donc, une différence entre, bon, la valeur, c'est quoi? C'est ce que ça vaut réellement, pas le prix. Le prix, c'est la psychologie, comme je l'ai dit. Mais si eux, ils parlent de la valeur d'un actif, ils passent là au crible, mais ils regardent quoi? Les fondamentaux et les quantitatifs. Donc, ça, c'est l'analyse fondamentale et quantitative. Ça, ce sont les premiers facteurs qu'ils regardent, sur base de ces facteurs-là, quantitatif et fondamental. Ça, c'est ce qu'ils font. Et à aucun moment, vous avez vu technique ici apparaître. Ok? Mais maintenant, la moitié de ces professionnels, lorsqu'ils regardent le Bitcoin, ils disent qu'en plus de ce qui est fondamental et de ce qui est quantitatif, il y a un autre facteur qu'on doit rajouter ici, et c'est quoi? C'est la psychologie des foules. Mais c'est quoi cette foule? Rappelez-vous que pour le moment, dans le marché des cryptos, on attend l'entrée des investisseurs sophistiqués. Donc les gros investisseurs ne sont pas encore dedans. Pour le moment, c'est une foule. Mais c'est quelle foule? Ce sont les pépés de boulanger. Voilà de qui ils sont en train de parler. Voilà la psychologie de qui comment dirais-je, ils sont en train, comment dirais-je, d'analyser et de regarder. C'est ce comportement-là qui est étudié. Donc aujourd'hui, rappelez-vous, je vous ai joué une vidéo, et là j'en ai parlé avec pas mal d'entre vous durant cette semaine. Vous avez le professeur Schiller,
ouais, qui a gagné le prix Nobel d'économie, ainsi de suite, qui disait que Bitcoin, pour le moment, c'était quoi? On est dans une phase d'expérimentation sociale. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Parce que le Bitcoin était arrivé avec une promesse de quoi? Ben, qu'un gars comme Pepe le boulanger demain pourrait être aussi riche qu'un Warren Buffett. Qu'il y a un actif dans lequel Warren Buffett ne perd pas. Donc si lui rentre maintenant, qu'il accumule bien maintenant, qu'il achète beaucoup à des cents, ça peut monter comme le Bitcoin à 20, 30, 40 000 et lui va être demain dans la liste Forbes aux côtés de Warren Buffett. Voilà la promesse qui a été faite. Donc voilà l'expérience ici sociale. Donc voilà la psychologie des individus qu'on est en train d'analyser ici. Donc vous voyez que les professionnels pour le moment sont en train d'analyser cela. Et vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos qui vous ont été partagées ici pour comprendre cela, donc dans lesquelles j'ai partagé cela. Maintenant, par rapport à ça, il faut revenir. Et ça, excellent, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais inclus dans les vidéos modules. Mais ici, j'ai bien aimé celui-ci. Ça, c'est sur base d'une recherche lors d'un consulting avec une cliente. Voilà, on est retombé dessus, sur base de sa demande, et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai montré. Et vous voyez ici ça, lorsque vous voyez quoi, ça c'est le Wall Street Cheat Sheet. Donc c'est une page web, donc là on va y aller. Et on voit quoi? Psychology of the Market Cycle. Donc les marchés ont une psychologie. Ça, c'est ici un graphique fait de manière simplifiée. Vous allez reconnaître quoi ici? Le Bitcoin. Donc si maintenant on va commencer à mettre cela en perspective, on va faire comme ça. Ça, c'est 2017. Ça, c'est 2018. Et ça, c'est plus ou moins là où on est aujourd'hui. Et ça, c'est avant. Hein. Donc ça, c'est 2016. Et donc depuis sa création, on va dire, c'est quoi là 2008 et maintenant. Vous voyez? Ici, c'est quoi? Les innovateurs. Donc Satoshi Nakamoto. Les premiers investisseurs, Bitcoin Jesus, Roger Ver. Les premiers whales, eux qui sont ici. Non, ouais, c'est W-H-A-L-E-S. Voilà, pardon. Et là, c'est quoi? C'est ceux qui contrôlent l'offre à un moment donné. Ils accumulent. La grosse demande a commencé à arriver quand le Bitcoin a commencé à être mainstream. Oui, il était à 1000, 2000, 3000 et tout. Vous voyez toutes ces phases. Vous voyez, Believe, Thrill, Euphoria. Et là, c'est le pic où on a ma star, Pépé, le boulanger, qui lui était ici. Et voilà où il est rentré. Ouais. Et maintenant quoi? Première phase de baisse. Donc ceux qui contrôlent l'offre ici commencent à dumper. Donc tous ces whales qui ont acheté fortement commencent à dumper. Donc ça c'est quoi ça ici? Rappelez-vous, c'est le Bitcoin à 20 000. Boum, il dump. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il dit? Complacency. Ouais, c'est pas grave, je suis cool. Demain ça va remonter. Boum, anxiété. Why am I getting margin calls? Donc il dit voilà. En plus, Pépé, le boulanger, a voulu commencer à opérer avec du levier. Donc ça c'est terrible. Donc là maintenant c'est qu'on l'appelle. Écoute, tu peux pas maintenir tes positions, tu dois remettre beaucoup plus de cash. Ouais. Il dit non, c'est pas grave, je vais racheter ce dip. Après, boum, qu'est-ce qui se passe? My investment or with great companies, they will come back. Il dit c'est pas grave, là j'ai investi avec des grosses compagnies. Non, c'est pas grave, le Bitcoin est une promesse, il va atteindre 1 million. Bill Gates l'a dit, ou je sais pas qui l'a dit, ou je sais pas trop quoi. Donc c'est pas grave, ça va remonter. Et après, on rentre en phase de panique. Shit, everyone is selling. I need to get out. Donc de merde, tout le monde est en train de vendre, je dois sortir. Et après, on arrive ici, capitulation. Bon là, ça y est, c'est fini, j'ai tout perdu. Colère. Donc là, vous allez le voir dans le groupe Telegram, dans le groupe Facebook, en train de cracher sa rage. Et là, ici, il est en phase de dépression. Là, c'est quoi? Bah, tout l'argent, toutes mes épargnes, tout ça, tout est parti, tout est à zéro. Ouais, non, le Bitcoin, c'est de la merde, ça fonctionne pas, je suis parti. Vous voyez ça? C'est ce que ces gars-là sont en train d'analyser. Mais ça, on analyse Pépé le boulanger. Et rappelez-vous ici, c'est quoi? Ça, c'est l'envers du décor. Lorsque vous voyez ça, c'est quoi? Ça, c'est la psychologie, et comment dirais-je, la psychologie des foules, mais ça, c'est le novice. C'est le petit investisseur particulier. C'est lui qu'on analyse ici. Vous voyez que ça, c'est un cycle que ceux de Wall Street connaissent. Maintenant, regardons un peu ici ce qui se passe ici de l'autre côté. De l'autre côté, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit là, vous voyez, ça, c'est le pic du marché. Donc, c'est le moment où il y a le plus de risques. Donc, PP rentre au moment où il y a le plus de risques. Maintenant, quoi? Il y a une contraction de marché. Vous voyez, ici, c'est quoi? Point of maximum financial opportunity. Celui de Wall Street, très bien, c'est en rouge. Donc là, quand ça devient orangé, c'est là où vous voyez les personnes qui sont en train d'accumuler. Donc là, on va remettre un peu de couleur ici. Donc ça, on va dire que ce sont les 20 000. Pépé le boulanger, lui, il est out. Ici, il est mort à cette période-là. Et à partir de ce moment-là, ça commence à devenir rouge, orangé. Là, c'est quoi? C'est la fameuse phase d'accumulation. Et c'est là maintenant où vous avez les investisseurs accrédités qui commencent à être là. Vous voyez que dans toute cette phase, depuis le début donc, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, 2018, on n'a jamais entendu des investisseurs entrer dedans. On a commencé à entendre l'engouement de Wall Street à partir de ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils commencent à rentrer. Ils commencent à acheter. Ouais. Parce qu'il y a un point d'accumulation ici et il y a un point d'opportunité maximale. Ensuite, on a quoi? La phase de recovery, donc le marché récupère. On revient au haut max. Donc ici, on peut descendre même jusqu'au 1K, donc jusqu'au 1000 $. Et là, eux, ils sont là en train d'acheter. On revient à cette phase-là et après une phase de prospérité. Bien évidemment que c'est une prospérité. Ceux qui ont acheté ici bas, ceux qui étaient en train d'accumuler déjà à partir d'ici, vous voyez qu'il y a un point
Attendez, on va effacer pour vous montrer ça. Il y a un point ici où on accumule. Lorsque vous allez le voir rentrer quoi? Dans le sell side et en phase de sous-évaluation, on accumule à cette partie-là. Et tout ce qu'on a accumulé ici, on revient déjà là. Donc là, minimum, si j'ai accumulé ici, là, j'ai déjà un 100%. Et après, je pars dans la prospérité. Pourquoi? On revient au haut max, qui sont les 20 000. On atteint cette résistance et on la perfore. Et après, on est reparti. Là, maintenant, on va avoir un Bitcoin aux 40 000, ainsi de suite et tout ce que vous voulez. Ouais. Là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Si on faisait un test pour un véhicule, Satoshi Nakamoto, lui, il est ici. Les whales, ils sont là. Roger Ver, tout ça, il est ici. Et ce qu'on a mis ici, vraiment tout devant dans le véhicule, c'est Pépé. Et il s'est craché à 20 000 à toute vitesse. Ce qui fait que toute cette partie-là du véhicule, elle est morte. Et ça équivaut à quoi? À toute la partie que vous voyez ici. Ça équivaut à ça du véhicule. Ça s'est craché, c'est mort, c'est kaput, c'est KO. Ceux qui sont ici, c'est ce qui équivalent à ceux qui sont restés là pendant tout ce temps, qui n'ont rien, qui n'ont pas bougé. Et maintenant, ici, c'est quoi? On reconstruit la partie avant du véhicule. Pourquoi? Parce que la partie avant du véhicule, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Wall Street qui va revenir prendre les rênes et c'est eux maintenant qui vont amener ce véhicule là où ils veulent. Et vous voyez comment on a éliminé pas mal de personnes. Donc là, c'est un test social que l'on a fait. Vous voyez que tout ça, toutes ces clés, vous les avez. Mais bien sûr, il faut savoir reconstituer ce puzzle. Savoir exactement c'est quoi. Donc il y a un autre niveau d'intelligence auquel vous devez arriver, surtout si vous pensez jouer dans les cryptos et si vous pensez vous enrichir ici. Maintenant, il faut savoir c'est quel genre de page le Wall Street Sheet. Wall Street Sheet, comme vous voyez, c'est une page de business research, donc c'est une page de recherche. Et ici, on fait des recherches avec tout. Vous voyez qu'il y a différents outils qui sont offerts à tous ceux qui viennent ici chercher pour faire de la recherche. Donc vous voyez ici, c'est quoi? Vous voyez Crunchbase qui fait partie de cela, il y a pas mal de choses. Vous voyez, c'est par rapport à un point clé du business dont vous avez besoin d'avoir une recherche, et ben vous venez et vous la trouvez avec eux. Vous voyez, donc ça c'est ce qu'ils font. Et donc là, il y a une recherche qui a été faite au niveau de la psychologie. Et vous avez, comme vous l'avez vu au début, dans cet article ici, les investisseurs sophistiqués, eux, regardent quoi? Eux, ils regardent exactement quoi? Ils regardent la valeur fondamentale et quantitative d'un actif. On n'a même pas parlé de ce qui était technique avant de rentrer dedans. Et ils regardent quelle est la foule qui est dedans. Et la foule qui était dedans, donc la chair à canon, c'était quoi? Pépé le boulanger qui était mis avant. Et vous avez vu les différents cycles ici. Ok? Donc c'est très important de le savoir, de comprendre ici qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc là, je vais ouvrir une grosse parenthèse, mais c'était important de voir ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a vu dans les news, dans les médias, ainsi de suite, c'est ce qui influence votre prise de décision. Basé sur quoi? Sur rien. Juste sur l'espoir de. J'ai acheté à 1 cent, ça va valoir 20 000 demain. Et là, c'est quoi? Comme vous le voyez ici, ce graphique, vous pouvez prendre n'importe quel actif et vous allez voir que ça se répète tout le temps. Et bien évidemment, après, qui c'est qu'on voit qui devient super riche par rapport à ça? C'est ceux qui étaient là. Donc ça peut être quoi? On peut remplacer ça par autre chose. Donc là, je vous ouvre un peu vos horizons. On peut remplacer ça par 2008. Regardez, 2008 était par exemple le S&P, le CAC 40, ce que vous voulez. Regardez la chute qu'il y a eu. Là où ça s'est repris, vous pourrez prendre en 2000, vous pouvez prendre le Nasdaq. Regardez où était le Nasdaq. Exactement la même chose. Tout actif est passé par là. Là où c'est tombé, regardez maintenant par exemple le Nasdaq, il était où? Il était là. Maintenant, regardez, il est où aujourd'hui? Le S&P, maintenant, il est où aujourd'hui? Et maintenant, regardez les compagnies qui constituent le S&P et regardez c'est qui a le monopole dedans. Qui c'est qui a le monopole dans toutes ces compagnies-là? Qui c'est qui est maintenant dans une phase de prospérité après qu'ils sont rentrés au point où il y avait une opportunité financière? C'est qui? Qui c'est qui était explosé, donc qui est sous les mesures d'austérité et tout ce qu'on veut aujourd'hui? Donc là, vous savez très bien qui c'est. Vous savez très bien qui c'est qui est ici. C'est ceux qui sont en tête de la liste Forbes. Tout simplement, c'est ça. Regardez tous ceux qui sont en tête de la liste Forbes, c'est ceux qui sont là. Un, c'est leur compagnie et deux, ceux qui ont investi dedans. Tout simplement, c'est ça. Donc ça, j'ai fait cette parenthèse très longue, mais très importante. Pourquoi? Par rapport à tout ce qu'on voit au niveau psychologique et par rapport à tout ce qu'on en voit. Tout l'engouement qu'il y a par rapport aux news de ci, de ça, de ça, de ça. Donc, premièrement, c'est quoi? Éduquez-vous. Éduquez-vous, c'est la chose la plus importante. Parce qu'ici, vous ne savez pas à qui vous êtes en train de jouer. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a d'autres institutions qui continuent à parler de ça. Donc, le cofondateur de Reddit, qui est ce monsieur que vous avez ici, mais beaucoup de gens ne savent pas. Vous voyez là, lorsqu'on a vu le Bitcoin passer au-dessus des 8000, mais cette personne, c'est quoi? Monsieur Alexis Ohanian, il est, en plus de Reddit, c'est aussi un venture capitaliste. Donc, il a aussi pas mal de choses qu'il fait. Donc, il investit lui-même aussi. Donc, il prend du risque dans des startups. Et quoi? Au niveau de tout ce qui est blockchain et tout ce qui est crypto. Donc là, il parle de tout ça. Et encore une fois, où est-il? Au New York Stock Exchange. Donc, il est constamment entre New York et voilà, Initialize Capital Co-Founder. Là, c'est son fonds de venture capital. Donc, il est toujours entre quoi? Silicon Valley et Wall Street.
Parce que vous devez comprendre quelle est la relation entre Wall Street et Silicon Valley. C'est très 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 important. Vous devez comprendre c'est les personnes qui sont derrière ce genre de personnes-là. Vous voyez, ça c'est encore lui. Vous avez ici Warren Buffett, Satya Nadella, Charles Hoskinson ici. Donc vous devez comprendre la relation qu'il y a entre toutes ces personnes. Mais si vous ne comprenez pas les concepts et mécanismes qui sont derrière les marchés financiers, vous allez passer un sale quart d'heure. Et c'est votre capital qui va passer un sale quart d'heure avant vous. Donc là, tous les deux d'ailleurs. Ok. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce qu'on voit? Dans le monde, ben, avec tout ça, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Mais ici, on a le fondateur de Citadel qui, là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, blast Bitcoin. Donc là, il fait quoi? Des commentaires négatifs sur le Bitcoin. Ensuite, on continue. Je vous rappelle, on est toujours dans l'introduction ici. Qu'est-ce qu'on a? On a de plus en plus de quoi? De players institutionnels qui sont en train de faire quoi? D'explorer. Donc, vous voyez ici une chose. On a parlé de la psychologie des foules. Mais on n'a jamais parlé des players institutionnels. Donc, c'est quoi les institutions? Ce sont les investisseurs institutionnels qui sont en train d'explorer. Donc, eux, ils attendent quoi? Rappelez-vous ce que vous avez vu dans le graphique. Ils attendent la période de financial opportunity. C'est ce qu'ils attendent pour rentrer. Pour le moment, ils sont en train d'observer la psychologie de la foule. Ils sont en train de voir le patron que vous allez leur permettre de voir. Rappelez-vous, lorsqu'on y a un crash test pardon, pour un véhicule, on voit ce qui se passe. Une fois que le véhicule s'est crashé, eh ben, c'est là qu'on vient analyser le crash. On dit, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ça? Ah bah tiens, on sait ce qu'on doit faire maintenant. Donc maintenant, on va faire un véhicule qui va pouvoir résister. Et c'est quoi un véhicule qui va pouvoir résister? C'est un véhicule qui va pouvoir passer cette résistance qu'on a aux 20 000, aller au-delà et ne pas se cracher là. Tout simplement, c'est ça. Mais maintenant, c'est quoi? On a laissé Pépé le boulanger conduire. Rappelez-vous, le Bitcoin est un véhicule d'investissement. On a laissé une personne qui n'est pas apte à piloter ce genre de véhicule. C'est un véhicule de Formule 1. Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit. Si vous me mettez un véhicule de Formule 1, vous pouvez me donner 2 km d'avance, même 5 tours d'avance sur Fernando Alonso ou Hamilton. Je me crache au premier virage. À 300 km/h ou je sais pas quoi, moi je me crache. Je le dis clairement. Et eux, avec un bac à savon, ils vont gagner la course. Ok, même si moi j'ai le meilleur véhicule. Donc ici, Pépé le boulanger, on l'a mis au volant de Bitcoin. Donc lui et tous ses semblables, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont craché à 20 000. Alors maintenant, on lui dit, ok, de 1, on te retire ton permis. Donc on te retire le permis de piloter ce véhicule. Donc toi, tu es hors de ce marché. Maintenant, laisse-nous, professionnels, rentrer et prendre les rênes. Et on prend les rênes où? On va prendre le volant ou plutôt au niveau d'opportunités financières. Donc c'est-à-dire quoi? Au plus bas du marché. Donc ça veut dire quoi? Le Bitcoin peut tomber à... Rappelez-vous, j'ai souvent dit, que ferez-vous si vous voyez le Bitcoin à 50 dollars? À 10 dollars, à 1 dollar. Donc ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être 3000, peu importe, mais à un niveau bien plus bas. À un niveau ici, comme vous l'avez bien vu, si on revient ici, à un niveau là, ici, où Pépé le boulanger est, il a capitulé, il est en colère, il est en dépression. Ouais. Et après, quand il voit ça, il dit non, 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 j'y crois pas, ça va encore tomber. Mais non, tout ça, c'est basé sur quoi? Parce que vous n'avez pas un système. Un système qui vient évaluer la valeur d'un actif sur base fondamentale et quantique. Et ensuite, et quantitative, pardon. Donc fondamentale et quantitative. Et ensuite, après ça, il y a quoi? Bien évidemment, étudier les patrons. Donc là, les patrons, c'est quoi? C'est la psychologie. Et bien évidemment, après, avoir une stratégie d'intervention. Pourquoi? Parce que si je rentre ici petit à petit, et que j'avais 1 million, et qu'ici, il n'y a que 100 000 qui ont été, mais que 100 000 vont plus bas, ce n'est que sur mes 100 000. Donc ça, c'est 10% de mon capital, mais j'ai encore les 90%. Et je tente de les placer tranquillos. Jusqu'à ce que je puisse voir que, tiens, ici, on est en train de reprendre, jusqu'à ce que j'ai placé mon million. Et une fois que j'ai placé mon million ici et qu'on est à 40 000, 50 000, 100 000, 1 million de Bitcoin, peu importe, mon million va s'apprécier avec le temps. Vous voyez que tout ici repose sur la stratégie et sur le système, chose que Pépé le boulanger n'avait pas. Ok? Et donc on en est où ici? Ah non, on était ici, voilà, avec ce monsieur. Donc là, on a vu ça. Donc là, on parle. Lui, il revient à partir de Silicon Valley, reparler de quoi? Du blockchain et des cryptos. Et maintenant, de l'intérêt des institutions. Rappelez-vous, il cherche un point optimal pour entrer. Maintenant, Roger Ver ici, qui est en train de parler des exchanges décentralisés. Et quoi? Un dîner avec... bon là, j'ai pas vu... Non, c'est cette vidéo-là que j'ai vue. Oui, non, il en fait pas mal, lui. Donc là, c'est une autre vidéo. Donc là, je ne l'ai pas vu, donc là, je ne peux pas voir commenter exactement ce qu'il y a dessus. J'ai confondu avec celle-ci. Ça, c'est une interview qui a été faite sur lui, donc pour parler un peu de tout ce qui est en train de se passer au niveau des news maintenant, Coinbase, ainsi de suite, tout ce qui se passe. Donc le problème avec Coinbase et Bitcoin Cash, et pas mal de choses, et parle encore d'autres cryptos. Donc ça, vous avez le lien, donc là, vous allez pouvoir le regarder, et on verra ça parle de quoi. Donc moi aussi, je le regarderai par après. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ça, par contre, c'est une vidéo qui est ultra, ultra importante et ultra, ultra intéressante. Et celle-ci, on va la jouer, on va l'écouter ensemble. C'est Tom Lee qui est en train de parler. Mais on va l'écouter tous ensemble et on va revenir sur des points clés que Tom Lee est en train de dire. Pourquoi? Parce que là, ici, il est en train de parler réellement de ce qu'est réellement le Bitcoin. Il dit pas mal de choses qui sont super intéressantes. Hein. Donc, ici, on y va. I unequivocally believe Bitcoin is your best investment to the end of the year.
So the way people in the 80s treated gold as the store value because they never trusted dollars, I think another generation of people think of Bitcoin and the blockchain it embeds is the store value. If it's 5% of gold, in 5 years it's $25,000 per unit. This is a very risky investment. When we talk about $25,000, we don't recommend anyone put 100% of their holdings in this instrument. In the short term, I think you can think about how Bitcoin is valued based on wallet growth and transaction activity. But you're seeing a lot more expansive use of it in terms of being an actual currency. That's right. If it captures 5% of just the gold market, it's 25,000. But 5% seems like an awfully small number. Let's say it's 10 or 15. Then Bitcoin could easily be in the $100,000 range. This is a millennial story. So the average millennial is 25 today. The boomers were 25 in 1982. So what did the boomers drive from 1982 to the peak population of the boomers, which was 99, the S&P 500? There's a lot of concerns recently about Bitcoin being off its highs. I think it's a really healthy consolidation. Actual use cases are being built around Bitcoin and blockchain. So I think the volatility we're seeing is really just a price discovery process. I think those who really sort of dismiss it as, hey, look, there's no tangible value for Bitcoin are really losing some perspective. It's not that different than in the 1990s, someone saying Amazon is worth nothing because they actually don't make money. And 20,000 by June is very reasonable. By June? Yeah, and then 25,000 by the end of the year. Because that would make Bitcoin look like past 50% correction. I think in December last year there was this fear and need to get involved with crypto without really doing the work. Since the start of the year, there's been real authentic interest from our institutional clients, so we're still doing meetings and teach-ins and providing a lot of resources, but there's not this need to be like, okay, I gotta buy it and figure it out. So now there's folks really trying to understand what are the 5-10 year drivers, and that's the kind of holders you want anyways. Bitcoin, let's say we think can reach 25,000. It doesn't require Bitcoin to go up every day till the end of the year. Sure. Remember, the 10 best days account for all the return of Bitcoin. If you didn't own Bitcoin for 10 days each year, you lost 25% a year since 2010. The notion of blockchain as a way to solve trust in the digital world has gained a lot of traction, especially out of consensus. And what investors are connecting is that you can't necessarily just say, well, I believe in the blockchain. Bitcoin and cryptocurrencies are essential to how blockchains operate in the securities. But more importantly, I think institutional investors have gained a lot of interest, and they haven't really come into crypto yet because there's still some regulatory uncertainty. But that sort of ultimate allocation into crypto as an asset class is going to be a powerful reason why Bitcoin rallies. Bitcoin or U.S. equities here for the end of the year? Between now and year end, we think the S&P can do mid to high single-digit gains, right? That would get to our roughly 3,000. And I think Bitcoin can easily do well beyond that. We still think Bitcoin can reach 25,000 by the end of the year. When Bitcoin's trading 30% below its 200-day, it's a huge bull signal because, one, we're nearing the end of a correction, but also if you look forward 6 months, you're going to do pretty well owning Bitcoin. The narrative for Bitcoin, kind of looked questionable for a few months because there were regulatory clampdowns and people thought the protocol was broken. And people were losing interest, but I think now we're sort of seeing, potential institutional participation again, bank infrastructure through MasterCard, Visa, and then the potential for an ETF. And I think this is, going to help Bitcoin break back towards the old highs, the all-time high. Donc voilà. Ici, il a dit pas mal de choses et je l'ai laissé parler. Réellement, je ne voulais pas le laisser parler aussi longtemps, mais il a dit pas mal de choses qui sont en gros un résumé de ce que l'on a vu jusqu'à présent ici. Et on est toujours dans notre tour de table. Hein. Premièrement, dans le début, si vous avez noté, il a dit 4 fois que le Bitcoin était un stock de valeur. Un gros stock de valeur. Et à la fin, il a commencé à le dire, mais d'une manière différente, en pensant aux investisseurs institutionnels qui allaient utiliser le Bitcoin comme étant une asset class, mais une classe d'actifs qu'ils devaient considérer aux côtés de, lorsqu'ils mettent du capital à travailler, lorsqu'ils mettent du capital dans des stocks de compagnie, de considérer aussi placer une partie de leur capital dans le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça peut travailler aussi bien, c'est-à-dire que leur capital peut travailler aussi bien dans Apple, Amazon, dans les compagnies du S&P 500 que dans le Bitcoin. Et même, comme il a dit, faire encore mieux. Mais c'est quoi? Dans une horizon de temps beaucoup plus longue.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas régi aux mêmes métriques que ce qu'il y a au niveau du S&P, ainsi de suite. Et il y a eu que la journée, ça m'a lui a posé une question entre le dollar américain et ce qu'il y a dans le stock market. Rappelez-vous que ce sont tous ces actifs, donc ce que vous avez dans le stock market, Nasdaq, S&P, ainsi de suite, ils cotisent en dollars. Donc là, il faut quoi? Il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec le dollar pour comprendre si ces actifs pour continuer à s'évaluer à la hausse ou à la baisse. Donc rappelez-vous ici, il faut être extra, il faut être pas 100% crypto-centrique. Et donc comprendre la relation entre les différentes classes d'actifs est fondamental. Ici, c'est crucial. Vous avez vu que là, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas crypto-centrique. Donc pour comprendre ce qui se passe avec le Bitcoin, il faut savoir aussi ce qui se passe sur le côté. Donc rappelez-vous, j'ai toujours dit que le Bitcoin, c'est global macro. Vous devez vraiment avoir un point de vue très, très, très large. Et ici, dans ces 4 minutes, il a parlé de pas mal de choses, mais c'est vraiment tout ça en concentré. Et ce sont tout ce genre de choses qu'on va dire que Pépé le boulanger ne sait pas. Ouais. Donc là, ça l'empêche, lui, de quoi? De prendre des décisions sur base d'éducation financière, vu qu'il ne sait pas ce qui se passe. Ok? Donc là, c'est ça. Deuxième point, enfin, un des points, mais en gros, il parlait des millennials, donc ceux qui ont 25 ans aujourd'hui. Et pour eux, la valeur, on va dire la valeur de ce que eux appellent un actif, ce que eux appellent un compte d'épargne, ce que eux appellent ci, ça, la manière dont eux vont gaspiller leur argent, c'est différent. Et lorsqu'il a dit, il a fait une comparaison entre les baby boomers et quel était l'actif que les baby boomers ont amené en haut. Eh ben, c'était quoi? Eh ben, c'était le S&P 500 au pic jusqu'à ce qu'on a vu, comment dirais-je, les années 2000, donc les différentes crises qu'on a pu avoir, hein, donc 2000 et 2008. Et d'un autre côté, dans les millennials, c'est quoi? Il y aura une autre classe d'actifs dans lesquels vont rentrer les millennials et que eux vont amener vers des pics encore bien, bien, bien plus hauts. Donc tout ça c'est quoi? Ce sont des études de cas, des études de marché et des études de faits sur base desquelles, eh ben, tiens, une personne si elle veut profiter d'une opportunité financière, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va faire partie de ceux qui retiennent l'offre. Pourquoi? Parce qu'on va savoir qu'il y a une future demande pour tel actif. Donc c'est important à savoir. Maintenant, qu'a-t-il dit? Rappelez-vous que ce monsieur a une boîte de recherche. C'est un ex-JP Morgan. Maintenant, il y a une boîte de recherche, Fundstrat Research. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que maintenant, donc à cet instant T, là, maintenant, et ça fait déjà depuis un beau bout de temps, il dit qu'il y a de l'intérêt venant des investisseurs institutionnels. Donc, il n'a pas parlé d'un particulier, il n'a pas parlé de Pépé le boulanger, il a parlé des institutions. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il dit on est en train de les éduquer sur la question Bitcoin, blockchain et crypto. Donc, il y a 3 choses sur lesquelles ils sont éduqués. On les éduque sur ce que c'est que le Bitcoin, donc un stock de valeur, une classe d'actifs dans laquelle vous devez la considérer avoir placé une partie de votre capital. Si vous avez une diversification dans Apple, si ça et ça, et même le gold physique, soyez aussi dans le Bitcoin. Rappelez-vous, il a fait une comparaison que si le Bitcoin arrive à capturer 5 ou 10% du marché du gold, ça fait un Bitcoin à un prix super haut. Le marché du gold, pour un fait, c'est quoi? C'est 7,5 trilliards. Donc Bitcoin avec juste un petit 10% de ça, ou 5% ou 10%, ça fait un Bitcoin bien plus haut. Il a juste parlé de Bitcoin étant le digital gold. Donc très important cela. Il dit que là aujourd'hui, son devoir, ce qu'il fait maintenant, son travail, on le consulte pourquoi? Pour éduquer les investisseurs accrédités, sophistiqués et institutions sur la question de ce que c'est que le Bitcoin. Numéro 2, c'est quoi le blockchain? Et numéro 3, les cryptos. Donc il y a 3 choses différentes ici. Le Bitcoin, le blockchain et les cryptos. Et il a fini par dire quoi? Vous ne pouvez pas dissocier le blockchain des cryptos. Très important cela. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt, mais pour le moment, qu'est-ce qui se passe dans toute cette phase ici? On est en train d'éduquer les investisseurs institutionnels, donc ceux qui ont le capital. Et d'un autre côté, bien évidemment, qu'est-ce qu'on a vu aussi? L'infrastructure n'est pas encore prête. Et une fois que tout ça c'est prêt, donc lorsque vous prenez tout ça, tout ça, ça fait un boom pour le Bitcoin. Qui lui le voit commencer en fin d'année 2018, courant 2019. Donc pour lui, c'est quoi? Il faut être dedans. Ouais, ça c'est sa recommandation. Mettre dedans de manière stratégique. C'est-à-dire quoi? On est dedans par... Comment est-ce que vous êtes dedans? Par rapport à votre degré de connaissance. Si vous en connaissez peu, vous êtes peu mis dedans. Si vous en connaissez moyen, par rapport à votre capital, c'est moyen ce que vous allez mettre dedans. Si vous en connaissez beaucoup, là vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques. Vous voyez? Et c'est tout simplement c'est ça. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui peut dire ouais je connais tout. Non, ça, on est toujours en phase embryonnaire, ça continue à évoluer. Donc, peu importe où vous vous trouvez dans ce spectre-là, c'est à vous à mettre la quantité en relation avec vos connaissances. OK? Donc, continuons. On est toujours dans l'intro. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une petite dispute entre quoi? Il y a un site, bitcoin.org, donc de la communauté. Et maintenant, vous voyez quoi? Il y a une dispute maintenant au sein de la communauté pour savoir, qui c'est qui est le propriétaire du bitcoin.org. Vous voyez, donc là, c'est ça. Donc, il y a un très, très, très gros problème. Maintenant, vous voyez que cette page a été mise sur pied, comme vous voyez ici, par Satoshi Nakamoto et Marty Emalmi. Et là, maintenant, avant que le monde connaisse le Bitcoin, mais maintenant, vous voyez qu'ils sont plus spécialement là. Satoshi Nakamoto, il a dit, voilà, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ciao.
Bah, maintenant, il y a un problème. Maintenant, c'est qui maintenant? Ça appartient à qui? Ça fait quoi? Et donc ça, encore un nouveau problème. Vous voyez que là, dans un monde décentralisé, toujours pas mal de problèmes. Alors maintenant, on a fini notre intro et maintenant, on va faire un flash à travers tout ce qui se passe dans le monde. On commence aux États-Unis et qu'est-ce qu'on voit? Un ex-officiel de la Maison Blanche, il propose quoi? Il propose quoi? Une utilité de la blockchain, c'est quoi? Avoir une crypto qui sera en train de quoi? De récompenser les activistes politiques. Donc oui, pas mal. Donc là, aux États-Unis, vous voyez que là-bas, cette crypto, je crois qu'elle va avoir beaucoup de succès avec tout ce qui se passe là-bas politiquement. Alors maintenant, on va où? On va à Las Américas et on va au Brésil. Et qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une personne, un YouTuber, qui faisait pas mal de vidéos sur YouTube, donc il était un des premiers adopteurs de la technologie, donc dans les années 2011-2012, comme on explique ici. Il s'est vu retirer son passeport, donc quoi? Permis, donc interdiction de voyager. Pourquoi? Lors d'une de ses vidéos, eh ben, il a fait un commentaire négatif sur des personnes qui travaillent dans le gouvernement et bien sûr sur l'institution du fisc. Et là, c'est quoi? Il y a eu un gros problème. Donc là, les commentaires qu'il a fait étaient très négatifs, vu que c'est un YouTuber, il est connu, et donc là, on lui est tombé dessus, et donc là, voilà. Donc là, il risque pas mal de choses. Donc là, c'est toujours en cours, mais vous voyez que là, ça peut vous porter préjudice. Donc là, c'est marrant, ça me fait penser à moi. Bon, là, c'est un problème avec Universal. Lorsque j'ai fait mon commentaire sur ceux de CNBC, là, vu que je trouvais ça, voilà, en plus, c'était avec le pauvre Tom Lee, et je trouvais ça tout simplement ridicule, ce que la journaliste était en train de dire, parce que je disais, enfin, soit. Ouais, et donc là, je me dis, tiens, si un jour vous ne me voyez pas, que vous pouvez pas me voir, que je suis interdit de YouTube, on m'a enfermé quelque part, enfin, soit c'est qu'on m'aura enfermé quelque part, parce que ce que j'aurais dit, ça n'aura pas plu. Donc, sachez-le, hein, que si vous ne me voyez pas, qu'il n'y a pas de vidéo, c'est pas moi qui ne veux pas participer, ou c'est pas moi qui dis, oh, tiens, on en a marre, il nous a abandonné. Non, sachez que là, il y a des grandes forces, puis on m'aura envoyé une équipe de SWAT ici à la maison, et voilà, pour être là et m'emmener quelque part. Ouais, donc je serais peut-être à Guantanamo, j'en sais rien. Donc voilà. Maintenant, continuons. Et maintenant, on est où? Ici, c'est quel pays ça? Ah, voilà, on reste dans las Américas et on va aux Caraïbes. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? On voit que vous pouvez acheter une citoyenneté en payant avec du Bitcoin. Et donc là, c'est quoi? 12 000 Bitcoins pour être citoyen d'Antigua dans les Caraïbes. Donc là, voilà, donc il y a encore pas mal d'initiatives de ce genre. Et donc là, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est un moyen de paiement. Voilà, avant, vous devez payer en dollars et ou quoi que ce soit d'autre. Mais maintenant, voilà, vous pouvez acquérir cette citoyenneté en payant avec du Bitcoin et 12 Bitcoins. Donc voilà. On reste dans las Américas et on va au Venezuela. Donc, au Venezuela, ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler de mi amigo Nicolás Maduro. Et qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, il revient. Et il revient avec quoi? Avec déjà le pétrole qui avait été lancé. Rappelez-vous, il avait fait le pétrole baqué par un baril de pétrole. Donc là, il suffit de regarder le prix du cru. Vous allez savoir ça vaut combien un pétrole. Après, il parlait d'un pétrole qui allait être baqué par d'autres matières premières, diamants, or, etc. Et maintenant, il va faire un pétrole qui est baqué par des fiat. Mais tout ça, pourquoi? Rappelez-vous que le pays est sous les sanctions nord-américaines, le pays est en hyperinflation. Je suis en train de lire un rapport hier sur Bloomberg, un rapport du FMI, et il se disait, selon le rapport du FMI, il s'attendait à voir, écoutez bien, hein, une inflation de 1 million de pourcents d'ici la fin de l'année, donc c'est le 31 décembre. Donc c'est terrible, 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 terrible. Et donc là, voilà, pour une initiative pour continuer d'opérer au niveau du commerce international et de pouvoir continuer à payer les crédits qu'ils ont par rapport aux importations et tout ce qu'ils ont au niveau du commerce international, ils n'ont pas le choix que de passer par des cryptos, mais qui sont backés. Pourquoi? Que leurs créditeurs puissent accepter ça, ou bien les personnes qui sont en train de faire du business au niveau national acceptent ça, et tiens, tu reçois ça, mais ça c'est quoi? C'est une sécurité. Donc ça, ce serait quoi? Ce serait une security token. Pourquoi? Parce qu'elle est backée par quelque chose de physique qu'on le reconnaît comme un moyen de paiement légal. Donc c'est juste à une fiat. Mais là, quand il dit fiat, il dit gouvernement. Donc voilà la situation là-bas. Et comme je vous le dis, et je le répète toujours, hein, les premières personnes qui m'ont parlé de cela et qui m'ont vraiment qui m'ont fait un cours, un master de ce qu'est crypto et surtout Bitcoin, ce sont les clients vénézuéliens que j'avais. Enfin, que j'ai toujours, même certains d'entre eux. Ils sont même devenus des camarades et on va dire des personnes proches aujourd'hui. Donc voilà. Alors là maintenant, on a quoi? On va en Asie. Et qu'est-ce que l'on voit maintenant? Encore ici, on va regarder quelque chose de clé. Donc, vous voyez ici, imaginez, on va lire la news. On voit The Daily Crypto Vote in Hong Kong heard of institutional investors in crypto. Donc ici, décortiquons ça. On voit crypto. On se dit, waouh, c'est pour moi. Moi aussi, j'ai du Bitcoin. On voit, waouh, coffre-fort, ouais, donc moi aussi, maintenant, mon wallet est gardé. On voit Hong Kong, waouh, il y a beaucoup de... Là-bas, il y a beaucoup de... lorsqu'on voit même pas, je bosse toujours dans l'or, il y a beaucoup de clients qui ont des coffres-forts d'or à Hong Kong. Hong Kong et Singapour, il y en a pas mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une horde d'investisseurs accrédités, des institutions qui rentrent dans les cryptos. Pourquoi? Parce que maintenant, rappelez-vous, de l'infrastructure. Maintenant, on voit ici, juste dans cet article, il y a quelque chose de clé.
On a exclu quelqu'un ici. On parle de crypto, ok? On parle qu'il y a une horde de personnes qui rentrent dans les cryptos, mais c'est qui ces personnes? Ce sont des investisseurs accrédités, des institutions. Et ici, on a exclu Pépé le Boulanger. Ce qui veut dire que ce coffre-fort, toi, tu n'y as pas accès. Toi, Pépé le Boulanger, moi, ainsi de suite et tout ça, on n'y a pas accès. Ça, c'est que pour les institutions. Et pour les investisseurs accrédités, sophistiqués et institutions. Ce dont qui parle Tom Lee. Là, dans cette longue parenthèse qu'on avait ouverte avec la psychologie, vous voyez, c'est la personne qui a été utilisée comme chair à canon, celui qu'on a mis au véhicule du volant, donc on a mis sur le siège avant. Vous voyez, si c'est un train, imaginez-vous, ben, là, on te laisse, toi, le conducteur, et nous, on va tout au fond dans le 121e wagon. Comme ça, on est sûr que toi, tu vas te manger tout l'impact. Toi et ceux qui, comme toi, rêvaient, voulaient aller faire de l'argent rapidement, devenir millionnaire, ben, vous allez vous écraser. Nous, on est déjà millionnaires, milliardaires, mais nous, on reste au fond. Et une fois que tu t'es craché, bon, on va revoir jusqu'où tu t'es craché. Ah, tu as craché 10 wagons. On les enlève et on va mettre des wagons beaucoup plus solides. Donc, on va mettre des wagons résistance et crash-proof. Ce qui fait qu'après, on va amener le Bitcoin à 1 million. Mais toi, tu ne seras plus là. Et là, maintenant, vous commencez à le voir. Crypto, oui, une horde de personnes qui rentrent dans les cryptos. Mais c'est qui ces personnes? Des investisseurs institutionnels. Et qui ont accès à quoi? À un service de coffre-fort. Pourquoi? Pour leurs cryptos. Donc quoi? Pas les tiennes. Désolé de vous réveiller d'une manière aussi brutale, mais ça, c'est la réalité. Il faut savoir lire entre les lignes et analyser cela. Et se dire, bah tiens, est-ce que moi, maintenant posez-vous la question, suis-je moi un investisseur institutionnel? Si oui, ça va, tu vas pouvoir avoir accès à cela. Sinon, bah, tu n'auras pas accès à cela. C'est tout simple. Alors maintenant, on continue et on va où? On reste en Chine et qu'est-ce qu'on voit? Bah, les autorités chinoises veulent quoi? Bah, fermer encore quoi? Des fermes minières dans des régions autonomes. Donc là, c'est encore quoi? Bah, vous voyez qu'ils avaient des deals au niveau de quoi? De tout ce qui était électricité et ainsi de suite. Donc là, ça continue encore. Vous voyez que depuis tout ce qui était ICO et ainsi de suite, maintenant pour eux, c'est tout ce qui est illégal. Donc on dit quoi? C'est fermer les fermes, les mines crypto illégales. Donc les mines de crypto Bitcoin, ici, illégales. Donc il y en a qui sont légales, on veut dire qu'eux approuvent, mais celles qui sont illégales, ben voilà, on leur tombe dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On reste en Chine et on voit quoi? Qu'il y a le gouvernement de Xi Jinping continue toujours à quoi? À adopter massivement le blockchain et qui veulent continuer à aller de l'avant dans le blockchain. Mais maintenant, on voit qu'ils ont quoi? Un MOU. C'est quoi un MOU? Attendez, c'est Memorandum of Understanding. Donc c'est quoi? Juste quoi? Une clause, enfin un document qui dit, tiens, on s'entend bien sur les clauses de. Donc sur ta participation par rapport au blockchain, on a un MOU. On s'entend sur ce que tu vas faire toi ici. Vu que c'est quoi? C'est une entité internationale qu'ils ont appelée. Et Consensus, c'est qui? Consensus, ce qui était à la tête de Consensus, c'est Joseph Lubin. Et Joseph Lubin, c'est quoi? C'est un des cofondateurs, mais plutôt une des personnes qui est venue backer le projet Ethereum. Et donc il est toujours là aujourd'hui, derrière Vitalik Buterin, ainsi de suite. Et il est là. Donc c'est quoi? Vu que c'est une entité étrangère, et rappelez-vous que la Chine a beaucoup de restrictions lorsque des entités, des corporations étrangères viennent chez eux. Et donc là, on a un MOU. Donc pour bien comprendre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire ici, donc quoi? Dans le développement blockchain. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on voit? Bah, que cette compagnie ici va amener cela, consensus, ainsi de suite. Mais c'est quoi la chose pour continuer à être là et à bosser? Et c'est quoi? Si c'est consensus, qui dit consensus, dit quoi? Dit Ethereum. Et ils le disent ici à un moment quelque part, ils parlent de cela, vu que la Chine veut transformer certaines régions en régions smart, on va dire ça comme ça, mais qui dit smart région, bah, dit blockchain, et qui dit blockchain, bah, dit, bah, tiens, je dois bosser avec pas mal de personnes. Donc là, on reprend, cet article encore reprend cela. Et ici, ben, Consensus, il faut savoir que c'est une boîte qui bosse avec donc tout ce qui est blockchain. Ben voilà, oui, Consensus, Build Ethereum Developer Tool, Incubate Ethereum-based Project and Advise Company. Donc c'est ça. Donc on les a pris en tant que consultants. Mais c'est pourquoi? Pour qu'il y ait un incubateur de start-up là-bas qui vont commencer à créer des projets sur Ethereum. Donc qu'est-ce que ça veut dire créer quoi? Ben, créer des applications décentralisées sur la blockchain d'Ethereum. Et donc là, ils sont déjà quoi? Pour des compagnies et des gouvernements. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Et là, ça va être quoi? Ça va être fait où? En Chine. Donc là, c'est quoi? On ramène un compétiteur par rapport aux projets blockchain locaux. Là, quand je dis plus blockchain locaux, c'est quoi? Aux plateformes plutôt. Tout ce qui est Neo, Quantum, ainsi de suite. Mais là, vous voyez qu'ici, c'est sur base d'un accord, donc un MOU, donc quelque chose a été signé. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça stipule ici. Vu que la Chine a toujours pas mal de problèmes au niveau de la pénétration des corporations chez eux, ainsi de suite, même pour investir dans des compagnies là-bas, c'est compliqué. Le gouvernement communiste de Xi Jinping est fort, fort, fort derrière. Alors maintenant, on reste là, on reste toujours en Asie, on va au Vietnam. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit ici les régulateurs qui parlent aux entreprises et aux fonds de rester loin des cryptos. Donc, ils parlent ici aux compagnies, aux corporations et aux funds. Donc, vous voyez, ces funds, ce sont des investisseurs accrédités, des institutions, ils leur disent non, restez loin des cryptos. Donc, vous voyez, ça, c'est pas mal. Hein. Donc là, c'est quand même assez fort. Vu qu'ils sont sophistiqués, ils devraient savoir comment analyser le tout, mais ils disent non, restez loin des cryptos.
Donc là, voilà au Vietnam. Maintenant, on va en Inde. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, en Inde, maintenant, finalement, les cryptos ont un statut. Vous voyez que là, on commence à leur donner un statut. Donc, c'est quoi? On peut dire, bah, tiens, on sait c'est quoi maintenant. On sait c'est quel genre d'actif, vu qu'avant, c'était une bête sauvage, on ne savait pas c'était quoi. Bah, tiens, on a déterminé son espèce. Et c'est quoi? Paiement électronique. Voilà tout simplement ce que c'est. Donc, il y a un nom. Dès qu'on parle de là-bas, dès qu'on parle des cryptos, bah, les cryptos sont un moyen de paiement électronique. Tout simplement, bah, c'est ça. Vous voyez que c'est assez vague. Maintenant, il faut voir un peu, ben, dans les petites lignes et dans les sous-paragraphes et des sous-paragraphes et entre différents alinéas, ben, voir exactement bah, c'est quoi. On reste en Inde et qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'État ici du Telangana a aussi signé quoi? Des MOUs avec une entreprise blockchain, Streamline. Pourquoi? Non, pour ramener des, comment dirais-je, des services pour le gouvernement. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Et ici, c'était quel business qui était... C'était quoi la boîte ici? Ils avaient dit la boîte, mais là, je me souviens plus du nom. C'était quoi la boîte qu'ils avaient ramené ici? Ah oui, on parlait de la boîte de Monsieur Tim Draper, voilà, c'était ça, je me disais bien, on n'avait pas cité sa boîte, mais on avait cité le nom. Tim Draper, Draper Capital, c'est un hedge fund, c'est un milliardaire et c'est un investisseur, donc il a un hedge fund aux États-Unis. Et là, voilà, lui, il avait déjà tenté, ce sont des régions qui sont assez dures à pénétrer pour des entités étrangères, ainsi de suite, et lui a eu des problèmes avec la sienne, mais là, maintenant, c'est quoi? Ça lui permet de refaire un retour en Inde, et vu qu'il a une boîte qui travaille fortement dans le blockchain, ainsi de suite, oui, c'est ça. J'avais vu ça ailleurs, mais on n'avait pas donné. Ici, on ne donne que son nom. Bah voilà, bah là, c'est un retour, on va dire, de Tim Draper. Ouais, il est très, très, très haussier sur tout ce qui est crypto, tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. Et il a un gros, gros, gros fonds. Donc, il est entre Wall Street, Silicon Valley, ainsi de suite. Et là, maintenant, bah voilà, il voulait tenter aussi d'investir dans pas mal de compagnies et de corporations dans la région asiatique, principalement en Chine, en Inde, ainsi de suite. Et il y a eu des problèmes là-bas, avec c'est très 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 difficile. Et là maintenant, bah voilà, donc là il peut recommencer à revenir. Mais oui, quand on a un MOU, comme vous disait consensus, donc on va dire ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire. Donc il y a certaines choses ici qui vont être mises sur pied, ça va être clé. Donc vous voyez que c'est quoi? Il dit voilà, ici tu vas pas pouvoir t'amuser comme un Yankee, comme tu le fais à Wall Street. Donc ici il y a certaines règles. Donc voilà, donc c'était ça la chose. Je me disais bien que j'étais un peu confus lorsque je voyais cet article, mais bon voilà, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va en Thaïlande et en Thaïlande on a quoi? Ben, le marché des bons, donc le marché du trading des bons. Donc l'association du marché du trading des bons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils viennent de lancer quoi? Un registre blockchain sur base de quoi? Ben, de cette plateforme qui donne accès au trading des bons. Ben, pourquoi? Rappelez-vous, c'est quoi le blockchain? Enregistrer les transactions. Savoir que tel bon appartenait à telle personne, qu'il avait tel taux de rendement, qu'il était balancé, enfin qu'il était revendu à telle personne à tel moment. Donc ça te correspond à toi, ça à lui, ça à lui. Et la blockchain, vous voyez, ça nous... Toutes ces applications, ça évite quoi? Ben, les frictions. Et donc quoi, ben, transactions qui sont déjà d'un côté rapides, enregistrées, ça évite les frictions et tout le monde va recevoir son dû et tout est enregistré, donc comme ça, bah, ça évite les futurs litiges, ainsi de suite. Donc ça, c'est intéressant, c'est une bonne initiative. Et on voit que la blockchain aussi a ses utilités et ça arrive. On voit que c'est fort dans ces régions-là qui sont très, très, très dynamiques. Et donc là, voilà. Maintenant, on va au Japon, au pays du soleil levant. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on nous parle des exchanges. Et maintenant, qu'est-ce qu'on parle, de quoi on parle? Rappelez-vous ce que je vous disais au début, avec les fameux whales, qui, lorsqu'ils forment une organisation, donc une institution pour pouvoir opérer, donc un fonds, mais il y a différents types de fonds, et on met du capital ensemble, on bouge, et on va où? En Asie, et on fait pas mal de ce qu'on appelle quoi? D'arbitrage, vu que là-bas, on a quoi? On a accès à de la marge. Donc là-bas, vous voyez que même au niveau du forex, même au niveau de la bourse, les personnes qui traitent le plus au Japon, ce sont les femmes. On les appelle Madame Watanabe, donc Miss Watanabe. Pourquoi? Vu qu'elles savent opérer. Ce sont elles qui tiennent les finances en général de la famille, vu que les maris travaillent dans des corporations, ils travaillent beaucoup là-bas. Donc les femmes restent au foyer. Et vu que le Japon et les États-Unis ont certains accords, toute personne au Japon connaît très bien le trading, surtout le trading du forex. Pourquoi? Ben, voilà, pour rebalancer un peu ce qu'ils ont entre le dollar et le yen. Vu qu'il y a des accords spécifiques entre le dollar et le yen, comme il y a entre le dollar et l'euro, et comme il y a entre l'euro, entre le dollar et le pound. Rappelez-vous, c'était les 4 monnaies principales du SDR, donc de la monnaie du FMI. Donc ces pays-là ont des monnaies pratiquement qui fonctionnent comme une seule et même monnaie. Mais on va dire quoi? C'est compliqué de rentrer ici, donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, voilà, comme ça, vous le savez. Et donc là-bas, au Japon, les personnes, le public est éduqué naturellement. Donc je pense que dès le ventre de leur mère, on les apprend déjà le trading, et le trading sur marge, donc avec du levier. Mais maintenant, quoi? Ils veulent commencer à limiter ces marges. Donc là, déjà, on a déjà eu ça en Europe ici, avec l'initiative de la ESMA.
Et maintenant quoi, bah, là-bas aussi on va commencer à leur réduire la marge. Rappelez-vous que là-bas, oui, maintenant on parle d'un levier de 4 à 1, de 5 à 1. Là-bas ça pouvait atteindre du 20 à 1 et dans certains cas même beaucoup plus. Lorsque je parle des cryptos, donc sans compter ce qu'on peut vous donner au niveau du Forex, mais si on parle de crypto. Ici ils pensent de rabattre cela à un niveau bien plus bas. Ben pourquoi? Il y a pas mal de dégâts, hein. Donc là, rappelez-vous, lorsque vous prenez cela, donc imaginez-vous si vous avez 5 fois ce que vous avez, donc rappelez-vous ce que je disais au niveau des whales, hein. Donc si on est 10, à nous 10, on a chacun 1 million, donc ça fait 10 millions, on va au Japon et on opère avec du 5 à 1. Donc on a 50 millions pour opérer. Avec 50 millions, tout bouge le marché. Ouais. Et si on a plus, eh ben, imaginez-vous ce qu'on peut faire. Et alors là, on parle d'un levier ici de 5 à 1. Alors maintenant, imaginez-vous lorsque le levier était de 10 à 1, ou de 15 à 1, de 20 à 1, de 25 à 1. Le max que j'ai vu, c'était 30 à 1. Donc je dépose 1 million, j'en reçois 30. Et ça, j'ai 30 millions de pouvoir d'achat sur le marché. Ça, c'est ce que j'ai vu. Là-bas dans la région, entre Hong Kong et... je crois que c'était entre, ouais, non, ouais, entre Hong Kong, la Corée ou le Japon. Mais en tout cas, là, ça, on a vu. Ouais. Avec des propositions spéciales pour des particuliers et pour des institutions. Alors maintenant, on parle de rabaisser cela. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est clé. Donc maintenant, tout ça, c'est quoi? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc là, faut voir ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous que tout le volume qu'on a au niveau du Bitcoin, c'est du volume asiatique. Et pourquoi est-ce que ce volume est asiatique? Parce que là-bas, ils payent des premiums en plus pour échanger leur monnaie locale. Donc du won coréen ou surtout en Corée du Sud, pour passer du won coréen vers du Bitcoin. Au Japon, je pense pas que c'était pareil. Non, au Japon, ils n'avaient pas de premium, mais dans certains cas, oui, ça dépend des exchanges. Mais là-bas, c'est quoi? Ben, beaucoup de leviers. Au Japon, en Corée du Sud et en Hong Kong. Donc ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui créaient leurs fonds, on va dire de l'Occident, et qui allaient là-bas directement pour pouvoir opérer. Et opérer comme ça, et faire de l'arbitrage entre les fonds. Donc j'achète au Japon, ou bien j'achète ici et je vais revendre au Japon. Vu que là-bas, je sais que je vais pouvoir le revendre plus cher. Donc si c'est 10 000, ben là-bas, ça peut être 12 000. Donc j'achète ici à 10 000, je revends là-bas à 12 000. Les frais de minage entre un exchange et un autre, un wallet et un autre, boum, j'arrive là-bas, je le revends à 12 000. Donc j'ai quoi? J'ai fait 2 000 $ dans, comment dirais-je, dans le process. Donc à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça de l'arbitrage, ça s'appelle. Donc là, il faut le savoir. Okay. Maintenant, on laisse l'Asie, on laisse l'Asie, mais on va un peu plus bas, on va en Australie. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, le taux de fraude. On voit que dernièrement, ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Que la fraude, c'est la chose qui a le plus augmenté là-bas. Donc, il y a de plus en plus de scams, donc de fraude liées au quoi? Au crypto. On va en Europe maintenant et on va à la Banque d'Angleterre. Et la Banque d'Angleterre, Initiative Blockchain, c'est quoi? Ouvrir quoi maintenant? Un système de paiement basé sur la blockchain. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de pas mal et de fort. Donc la BOE, enfin, rentre dedans. On avait déjà parlé par rapport à quoi? Au Proof of Concept. Donc vous voyez qu'il y a le Proof of Work, Proof of Stake, ainsi de suite. Et eux, ils vont utiliser quoi? Une blockchain qui a comme consensus un Proof of Concept. Donc tout ça pourquoi? Au niveau des règlements. Maintenant, on va où? On va à Gibraltar. Et qu'est-ce qu'on a à Gibraltar? On a le Gibraltar Stock Exchange. Rappelez-vous, on avait déjà vu cette news, mais qui faisait quoi maintenant? Qui, à travers sa plateforme de trading, offrait quoi maintenant? Ben, offrait si je ne me trompe pas, ouais, c'est 6 crypto. Voilà. Ouais, donc maintenant, c'est ouvert au public. Et il y a quoi maintenant? Ben, 6 cryptos qui nous sont ouverts. Donc là, maintenant, ça arrive. Donc, c'est-à-dire qu'avec les actions des compagnies locales, ben, là, maintenant aussi, ben, vous verrez quoi? Ben, on aura des cryptos. Donc là, c'est cool. Alors là, maintenant, on continue. Et là, maintenant, on va rentrer dans la phase des institutions. Donc là, c'est la dernière ligne droite. Et ici, maintenant quoi? Donc là, avec tout ce qu'on avait vu, j'aime bien cet article et je l'inclus ici. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser des questions avant d'investir dans une compagnie blockchain. Vous voyez, une compagnie quoi? C'est une startup qui va avoir une proposition. Donc, peu importe EOS, Ethereum, ce que vous voulez, ben, il y a des questions clés qu'il faut commencer à vous poser avant d'investir. Donc, c'est quoi? Rappelez-vous ici, faites, jouez. Rappelez-vous, sur les vidéos modules, vous m'entendez souvent dire cette chose-là. Donc, il faut penser comme un banquier d'investissement. Donc, c'est-à-dire quoi? Pensez de manière sophistiquée. Soyez sophistiqué dans votre prise de décision. Rajoutez de la valeur dans votre chaîne. Ok, donc ça j'avais déjà dit cela, hein. Et donc là je vais revenir dessus rapidement. Si c'est la première fois que vous écoutez ce concept, c'est quoi? Là c'est ce que je faisais hier pour un client. C'est séparer les deux choses. Donc on a une comparaison entre Pépé le boulanger et un investisseur institutionnel. Lui, Pépé le boulanger, on va dire qu'il a réussi à économiser, on va dire, 100 000 durant toute sa vie. Et là, maintenant, il voit que les cryptos, c'est un gros truc pour lui. Et on va dire qu'un investisseur accrédité aussi, voilà, c'est le minimum qu'il faut, c'est 100 000. Voilà, on va les mettre tous les deux sur le même piédestal. Pépé le boulanger, c'est quoi sa chaîne? Il va taper dans Google trader crypto. Ça lui a rien coûté. Coût 0 euros. Il va aller participer à un groupe Facebook. Coût égal 0 euros.
Et ensuite, quoi, ben, il va ouvrir un compte à Kraken ou à Binance et ainsi de suite, et qui est un broker qui lui prend quoi? 0 euros, hormis les commissions. Ici, lui, ce trader ici, va avoir, enfin l'institutionnel, lui, il va avoir une chaîne, donc on va juste reprendre les gros points, hein. Une chaîne dans laquelle déjà, il a, pour en venir à Pépé le Boulanger, c'est quoi? Sa chaîne de valeur est quoi? Est de zéro. Donc il n'y a rien, il n'est pas plus intelligent dans sa prise de décision. Vu qu'il ne participe qu'à des choses où il va avoir quoi? Des opinions. Ici, on va voir, tiens, comment faire pour ouvrir un compte. Ouais, dans les vidéos YouTube, hein. Comment ouvrir un compte ici, comment faire ci, là, comment ça, comment ça, comment ça. Ça peut être utile à un niveau, oui. Mais après, chaîne de valeur, réellement, est-ce qu'il va être beaucoup plus intelligent? Est-ce qu'il aura des statistiques? Est-ce qu'il aura ci? Est-ce qu'il aura ça? Est-ce qu'il va connaître des tendances? Est-ce qu'il va savoir ce qui se passe? Est-ce qu'il va avoir une historique du marché? Rien. Chaîne, zéro. Aucune intelligence n'est rajoutée. L'investisseur accrédité, lui, va faire quoi? Il va payer pour de la recherche. Donc déjà, il va y avoir des boîtes de research. On va faire de la recherche sur les tendances économiques, globales, macro. Ça, c'est quoi? Ça coûte en dollars. Ensuite, il va payer un stratégiste pour lui dire, écoute, il faut du Bitcoin. Enfin, dans le Bitcoin, quoi, on s'attend à ce qu'il y ait du dollar qui rentre. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le dollar? Le dollar, il est où? Il est là-bas avec tel bon, comme ci, comme ça, on va rentrer là, on va faire ci. Vous voyez, toute une stratégie d'intervention par rapport au timing, ainsi de suite. Donc, il va payer des quoi? Il va payer il va payer déjà pourquoi? Pour de la stratégie. Donc, il va payer un stratégiste. Voilà. Ensuite, il va payer quoi? Il va payer un money manager. Donc déjà pour faire le money management, donc savoir exactement ben, je rentre quoi, je bouge quoi sur base de proportion. Il va payer un risk manager. Parfois, ça peut être la même personne, hein, donc money et risk management. Ok. Et après, il va aller quoi? Il va aller vers un prime broker. Donc un prime broker, ça peut être Circle de Goldman Sachs, ainsi de suite. Donc tout ça, dans toute sa chaîne de valeur à lui, c'est quoi? Il aura payé. Et ça peut avoir, on va dire, ça peut être 10%. Donc il peut avoir payé 10 000 dollars ici. Ouais, si ça va. 10 000 dollars et plus. Donc c'est déjà 10% de son capital. Mais vous allez me dire, ah ben tiens, il avait 100 000, il commençait 90 000. Non, lui, il a une horizon de temps. Ouais, donc on va revenir, il a une horizon de temps où il sait que moi, en 2018, j'avais 100 000 que j'ai investi. Ok. J'ai payé 10% pour de la recherche et ainsi de suite, et de la gestion ou quoi que ce soit. Mais mes 10% ici, dans un futur, j'ai fait 100%. D'ici 5 ans. On va dire ça comme ça. Dans 5 ans, j'ai fait 100%. Ok? Moi, dans mes 5 ans que j'ai fait 100%, donc j'ai quoi? Ici, j'ai plus 100 000. Donc j'avais 90 000 lorsque j'ai commencé. J'ai fait 100%, donc j'ai 180 000 ici. On va vraiment prendre ça de manière, on va dire de manière conservatrice, hein. Sur base de mes 100 000 initiales, je suis à combien exactement? Ben, si j'ai ici, ben, là déjà j'ai fait, donc c'est quoi? En gros, il a fait quoi? 80 000 qu'il a pu faire, vous voyez? Donc il a récupéré quoi? Les 10% qu'il a payé pour de la recherche et ainsi de suite. Ça lui a rajouté de la valeur au niveau de son intelligence. Donc il était plus malin lorsqu'il était en train de faire ses prises de décision. Vous voyez? Il avait des recherches, des investigations et des analyses très 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 poussées. D'un autre côté, et là on va mettre ça en rouge, Pépé le boulanger, lui, ça fait ça. Dans 5 ans, lui, il avait ses 100 000. Il n'a rien rajouté dans la valeur qu'il avait. Avec un peu de chance, il est monté un peu, mais après, dans la baisse qu'on est en train de voir, ben, il est là comme ça, comme on l'a vu. Et là, ça commence à baisser, à baisser, et à baisser, et à baisser. Et en 5 ans, on va dire que quoi? Ben, allez, on va être gentil. On va dire qu'il a perdu 80%, il reste 20 000. Et dans le pire des cas, il peut avoir perdu 20 000. Pourquoi? Parce qu'après, il va dire, ouais, il va prendre les services de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui, et après, il se fait arnaquer, ou il a rien. Ou quelque part ici en cours de route. Vous voyez? Mais lui, il fait ça quoi? Trop tard, lorsqu'il est déjà en train de perdre. Non, le truc, c'est quoi? C'est que c'était ici qu'il devait commencer à faire cela. Il devait d'abord commencer par s'éduquer, de savoir ce qu'il est en train de faire, réellement d'avoir de l'aide, de savoir dans quoi il est en train d'investir avant d'aller dans le marché. On veut que tous les deux vont dans une direction opposée. Et Pépé le boulanger voulait faire 100 000, voulait faire 200 000 en 1 an ou en 3 mois. Parce que le Bitcoin montait comme du feu, on lui avait promis que ça allait arriver à 25 000. Oui. Alors que l'investisseur accrédité, lui, regarde pendant longtemps, il regarde dans du long terme, il a une autre vision. Il n'était pas là en train de rentrer, sortir, trader, trader. Non, non. Il est rentré à un point clé, il a accumulé, il s'est créé un portefeuille bien, il voyait les tendances, et là, boum, 5 ans après, minimum, il a fait quoi? À 100% de ses 90 000. Et ce qu'il a payé, eh ben, il a payé, pourquoi? Ce qu'il a payé par rapport à ses 10 000, eh ben, 10 000 lui ont rapporté 80 000. Donc tout simplement, ben, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est expliqué rapidement, mais au moins vous comprenez la chose. Donc ça, c'est très important. Que ça ici, ça vous met les bases des choses qu'il faut faire. Donc connaître déjà sur la base de la compagnie, mais déjà aller plus loin dans votre prise de recherche. Donc vraiment aller, comment dirais-je, aller bosser, aller de l'avant. Alors maintenant, vous voyez ici, on voit quoi? Que même les professionnels perdent de l'argent. Et ici, ça c'est juste, mais rappelez-vous, c'est pas la durée de vie du fonds. Ici, on voit Galaxy Digital, donc ça c'est le fonds de Mike Novogratz, qui dit qu'ils ont perdu 134 millions. Eux, ce sont des milliardaires. Et rappelez-vous qu'on n'a pas tous les trimestres qui sont haussiers. Donc ça, c'est quoi aussi? C'est excellent ça.
Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit que dans son trade, qu'il n'a pas du rouge dans son trade, qu'il gagne chaque trimestre, c'est un menteur. Vous voyez, moi-même, lorsque je fais des vidéos live portfolio, ainsi de suite et tout bazar, je me dis toujours, hein, je m'attends au moins à avoir quoi? Au moins être sur 10 opérations, on gagnait 6. Les 6 que je gagne me rapprochaient un maximum, donc extraire un maximum de jus. Mais les 4 que j'ai perdus, si on va dire que ma perte, c'était une perte, je m'étais autorisé 10 points de perte, et ben, une fois que j'arrive à 4 ou 5 points, je sors. Donc je ne laisse pas que dans mes pertes qu'elles atteignent la perte maximale. Donc si j'avais un risque maximal, on va dire de 100 euros, ben, je ne laisse pas que ça atteigne 100 euros. Je m'arrête à 50 euros. Et si de l'autre côté, j'ai un gain de 100 euros, eh ben, je me rapproche un maximum de 100 euros. Si je gagne 100 euros et que de l'autre côté, donc si j'ai deux opérations, une je gagne 100 euros et une je perds et je m'arrête à 40 euros par exemple, eh ben, c'est quoi? 100 moins 40, ça fait que je suis à la hausse de 60. Et si c'était mon opération de ce trimestre, c'est OK. Après, je peux avoir un mauvais trimestre, mais imaginez si j'ai 3 bons trimestres sur 4, ou ou bien 2 bons trimestres sur 4, ou même un bon trimestre sur 4, mais que ce bon trimestre, c'était un trimestre à 100%, et qu'après j'ai perdu 10, 20 et encore 20, donc j'ai perdu 50%, moi je finis mon année avec 50%. Donc je suis 50% dans le vert. OK? Donc là, que même, ça arrive aussi au grand. Donc ça fait partie des cycles. Vos performances aussi iront en ABCD. Il faut le savoir, ça, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Que cette banque marchande ici, elle a perdu, enfin, elle était en baisse de 134 millions dans le premier trimestre 2018, dû à quoi? À la baisse qu'on voit ici au niveau des cryptos. Donc ça aussi, ça les a affectés. Maintenant, il faut voir, est-ce que c'est un fonds qui est simplement haussier, ou ils avaient des stratégies, ainsi de suite, de couverture et tout ce qui va avec. À ce niveau-là, bien sûr qu'ils les ont. OK. Mais là, maintenant, on va voir comment ils vont mettre le tout en place. Mais là, ici, cet article, vous voyez que ça nous revient juste sur les chiffres tiers à 134 millions perdus. Donc, c'est juste ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On continue et on voit quoi? On va au niveau des compagnies d'assurance qui maintenant, vous voyez ici des géants de l'assurance qui voient qu'il y a une grosse opportunité au niveau de quoi? Vous voyez du crypto storage coverage. Donc, rappelez-vous, on a vu quoi? On a vu Hong Kong qui avait des coffres forts pour placer vos cryptos. Mais maintenant, une assurance sur ces coffres forts. Et ça, c'est une chose typique. Lorsque je bosse dans l'or, il y a des clients qui veulent acheter, on va dire, une tonne ou une demi-tonne d'or. Il leur faut un coffre-fort et on a une assurance par rapport à ça. Ouais, ils assurent chacun des lingots. Et ça se paye. Donc là, c'est un truc qui est cool de dire, au cas où il se passe un truc, que dans le lingot, on va dire, imaginez-vous si le building dans lequel est le lingot, il y a une bombe qui explose ou bien il prend feu et que tout est fini, vous avez assuré ce qui est dedans. Ouais. Même j'avais ça lorsque je bossais avec des Goussa. On va dire que les dépôts étaient assurés automatiquement. Donc dès qu'on utilisait leur coffre-fort, on avait une assurance automatique qui allait jusqu'à 40 000. Donc c'est quoi? C'était pour assurer un lingot. Ouais. Donc automatiquement, si j'avais ça, donc si j'ai un lingot, des Goussa vont dire OK, on ne te prend rien du tout. Vu que quoi, ton lingot il est assuré automatiquement. C'est-à-dire que quoi, s'il y a un problème que nous on se fait voler ou bien que le building explose, on te rembourse directement tes 40 000. Et tu n'as pas payé les frais du coffre. Maintenant, si tu vas déposer plus qu'un lingot, donc 2 lingots, là, c'est quoi? Là, tu dois prendre une assurance. Pourquoi? Pour les 2 lingots. Donc là, maintenant, vous voyez qu'il y a un business. Vu que maintenant, quoi? Il y a des institutions, des investisseurs institutionnels qui vont rentrer. Ils ont des services de coffre-fort. Et donc, quoi? Maintenant, les assureurs, ils vont dire quoi? Tiens, ce coffre-fort, il a besoin d'une assurance. Alors là, maintenant, nous, on a un business. Vous voyez que le blockchain et les cryptos, il y a toute une économie qui tourne autour. Comme vous voyez, maintenant, il y a des prêts, des collatéraux qui peuvent être faits, des ci, ça qui peuvent être faits avec des cryptos. Donc, il y a toute une économie. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont en profiter. Donc, créer des nouveaux business models. Et c'est important de comprendre cela. Maintenant, on continue. Et on voit quoi? Maintenant, il y a un prix Nobel ici d'économie qui, quoi, est en train de partager ses points de vue au niveau des smart contracts. Vous voyez que tout ce qui est blockchain, ainsi de suite et tout ça, vous voyez qu'il le dit, il a avoué, il ne connaissait pas trop de ce qui était Bitcoin, blockchain, ainsi de suite et tout ça. Maintenant, il continue à s'éduquer lui aussi par rapport à ça. Et il voit les smart contracts, donc les contrats intelligents, ce que ça peut faire. Mais il a dit ici, l'issue pour lui, c'est quoi? Il est plutôt négatif, enfin, il est pessimiste. Il ne voit pas comment est-ce que cela va pouvoir aller de l'avant. Et pour lui, ça ne résout pas réellement des problèmes que l'on aura dans l'économie de demain. Donc, il ne voit pas réellement l'utilité des smart contracts. Pourquoi? Il se dit, vaut mieux avoir un arbitre. Et voilà, c'est ça. Le smart contract élimine la tierce partie de confiance. Mais pour lui, à un certain niveau, il faut quand même qu'on ait une tierce partie de confiance. Rappelez-vous que ça, on parle des smart contracts dans un monde décentralisé. Mais donc, le monde doit avoir un hybride. Donc, c'est un équilibre entre décentralisation et centralisation. Et d'où ici, pour les smart contracts. Et donc là, il n'a pas tout à fait tort par rapport à ça. Donc c'est bien d'être pessimiste parce que c'est en étant pessimiste qu'on va poser des questions clés qui peuvent être des issues de sécurité et qui, en les posant au bon moment, ça nous évite des catastrophes. Alors maintenant, continuons.
Et on va terminer avec les 3-4 articles qui nous restent, donc il ne nous reste pas beaucoup, on est déjà à la fin. On va à quoi? À Coinbase. Et encore ici, là j'aime bien cet article, pourquoi? Parce qu'il y a un truc clé ici. On voit que maintenant, vous avez commencé à avoir quelque chose de plus en plus clé. Coinbase gets 20 billion prime clients. Et maintenant, comment dirais-je, ces pubs sont de retour à Facebook. Maintenant, ben, pourquoi ces pubs sont de retour à Facebook? Et c'est quoi ça, Prime Client? Un Prime Client est un investisseur accrédité qui est venu avec, donc c'est un hedge fund qui avait 20 milliards. Alors maintenant, c'est quoi? Facebook peut dire, ok, tu peux commencer à remettre tes pubs. Pourquoi? Parce que maintenant, tu t'es balancé. Tu n'offres plus des services à Pépé le boulanger, mais maintenant, tu offres des services aux investisseurs accrédités. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire maintenant qu'il n'y a plus de danger. Vu que quoi? La pub que tu vas mettre, c'est une pub qui est dirigée à. On sait que maintenant que tu es une institution qui donne des pubs à. Avant, tu mettais des pubs pour que les millénials qui étaient chez moi ouvrent des comptes là-bas. Et avec cette phase de perte, moi, j'ai pas envie d'être le responsable qui a donné, bah tiens, porte ouverte à cela. Vous voyez? Si on dit que les drogues, c'est pas bon, eh ben, que le Coca-Cola, c'est pas bon, bah moi, j'ai pas envie d'ouvrir un magasin dans lequel il y a du Coca-Cola. Donc, quoi? Je vais retirer du Coca-Cola. Comme ça, on dira pas, bah tiens, c'est toi qui as pourri notre jeunesse. Non. Bah maintenant que quoi, que tu t'adresses à un public averti qui a les capacités de se défendre et de se protéger, ainsi de suite, donc qui ont accès à tout ça, bah ok, il n'y a pas de problème. Vu que la pub que tu vas mettre ici, ça va être une pub qui est dirigée à quoi? Bah tiens, dès qu'on va voir Coinbase, on se dira, ah, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour Warren Buffett. Donc ici, j'ai plus de problème avec toi. Ouais. Et donc là, maintenant, vous le voyez ici que Coinbase, maintenant, un hedge fund de 20 milliards, maintenant, boum, a son custodial service. Vous voyez que maintenant, Facebook, Coinbase donne un service de custody. Pourquoi? Pour ces institutions. Ouais. Et donc là, voilà, ils ont déjà leur premier client. Ils ont le Coinbase Prime maintenant. Donc là, ils commencent à switcher. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus besoin des premiers clients. Je n'ai plus besoin d'avoir 1 million de personnes qui vont ouvrir des wallets dans lesquels il y a un demi-bitcoin ou un dixième ou un centième de bitcoin. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux les gars qui viennent avec 20 milliards. Ça m'intéresse plus d'avoir un pourcentage de gestion ou de commission sur des opérations de la magnitude de 20 milliards que de 0,000, enfin même pas de 1 Satoshi. Ça ne m'intéresse pas. Ou de 10 Satoshi ou de 20 Satoshi, ça ne m'intéresse pas. C'est beaucoup trop de casse-tête, je vais avoir trop de gens dans mes bureaux. On doit répondre à des appels de tout le monde. Ah, j'arrive pas à accéder à ci, j'arrive pas à accéder à ça. Non, tu me casses la tête. Moi, je veux ce genre de clients. Ils sont pas casse-tête, ils savent ce qu'ils font, ils sont sophistiqués. Donc vous voyez que là, maintenant, on switch. Donc là, ce qu'on a vu au début. Maintenant, on va où? Une autre entité qui est pareille, Bitmain. Et maintenant, Bitmain, c'est quoi? Vu qu'ils vont se lancer en bourse, ils vont faire une IPO à la bourse de Hong Kong et évaluation de plus ou moins de 12 milliards. Maintenant, ils commencent à avoir une quoi? Vu que quand on est en bourse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est en bourse, ça veut dire que toutes nos activités doivent être là transparentes. Lorsqu'on est une private equity, une compagnie privée, il n'y a que les investisseurs accrédités qui ont accès à l'information. Donc maintenant, Bitmain, pour vous en donner un exemple, comme ça vous allez comprendre, Bitmain maintenant va se lancer ici, va se lancer en bourse, donc dans Hong Kong. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est en bourse, je prends une compagnie, on va dire Google, je clique dans Google, toutes les news de Google sont là. Donc Bitmain maintenant va devoir montrer tout ça ici. Et maintenant si je clique par exemple si je vais dans Reuters, j'ai encore beaucoup plus d'informations. Donc mes actions, il y en a combien? C'est quoi le market cap? Qu'est-ce que j'ai? J'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait ce trimestre? C'est quoi? Donc tout doit être là. Vous voyez, tout est là. Et sur base de cela, après il y a les statements, donc les financial statements ici, ainsi de suite. Donc les rapports trimestriels, ainsi de suite, de tout ce qui est Google, ainsi de suite. Donc tout ce qu'on est en train de faire, ainsi de suite. Donc là, comment dirais-je, encore mieux détaillé. Non, ça c'est pas encore assez détaillé, ça c'est rien, ça c'est même pas un financial statement. Donc là, ils m'ont donné un mauvais lien. Tous les highlights plutôt. Moi, ça travaille Reuters. Tout ce qui se passe chaque trimestre, ça doit être ici. Et comme ça, chaque investisseur va pouvoir le voir. Donc, je dois commencer à tout montrer. Ça, c'est un résumé. Mais on peut encore aller encore bien plus loin avec ça. Donc, il y a encore des rapports qui sont encore bien plus, comment dirais-je, qui sont encore bien plus détaillés. Hein. Donc là, voilà. Ouais, je crois que c'est ici. Ouais. Ouais, non, ça c'est rapide, c'est pas le plus détaillé là, il faut avoir directement à travers la page. Mais bon, vous avez compris que là c'est quoi? Maintenant, on est obligé de commencer à tout montrer. Donc notre hash rate c'est de combien? Qu'est-ce qu'on avait? Donc c'est la puissance de calcul avec laquelle nous on est en train de miner. Donc vu que c'est aussi un gros pool minier, donc voilà. Donc il y avait pas mal de scandales qui entouraient Bitmain, ainsi de suite. Donc tout ça maintenant ils sont obligés d'être transparents. Et rappelez-vous transparents par rapport à qui? Vu que ça va être une compagnie qui va être publiquement tradée. Donc là, voilà ce qu'ils doivent faire maintenant. Maintenant on reste avec Bitmain. Et vous voyez que là, ça continue avec tout ce qu'il y a. Et là, maintenant, ils sont en train de faire un financement pré-IPO. Et donc, ça continue avec ce qu'on a vu au niveau du premier article. Ils doivent rendre tout transparent. Et réellement montrer tout ce qu'ils sont en train de faire. Et il y avait une grosse polémique qui parlait de quoi concernant Bitmain? Qu'avant de mettre en vente leur dispositif,
que certains de leurs distributeurs et même eux-mêmes minaient déjà avant. Donc ils prenaient déjà de l'avance sur la compétition, même pas sur le reste du monde. On mine pendant un trimestre, 2 trimestres avec, on le remet en boîte, après qu'est-ce qu'on fait? On vous le revend. Donc on a déjà miné, donc on a déjà exploité toute la puissance de ce dispositif. Vous voyez que là c'est quoi? C'est comme s'il y a une course, et ben moi comme je dis, je prends 2 km d'avance, ou bien 2 tours d'avance sur vous, et vous commencez la course avec du retard. Donc là, voilà exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, toutes ces pratiques-là, ça va être rendu public et donc transparent, ce qui fait que là, ils peuvent plus, si c'était le cas, ils peuvent plus continuer à faire ce genre de choses-là. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On va à Google et on voit qu'il y a, ici c'est une spéculation, est-ce que Google est en train de commencer une Google Coin? Est-ce que Google ci, est-ce que Google ça? Est-ce que Google va se unir aussi à la révolution crypto? Et là, pour comprendre cela, on doit aller à une autre compagnie qui est Digital Assets, qui est la compagnie qui a à sa tête à Blythe Masters, qui était une ancienne exécutive chez JP Morgan. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit que Google maintenant a contracté les services de digital assets. Pourquoi? Bon, pour tout ce qui est blockchain et intégrer cela dans leur Google Cloud et maintenant qui puisse aussi offrir pas mal de services financiers par rapport à tout cela. Donc là, maintenant, on va voir exactement qu'est-ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de bosser là-dedans. Et maintenant, tiens, tout ce que Google maintenant va tenter de faire dans tout ce qui est blockchain, ainsi de suite. Vous voyez que dans l'article précédent, ils se disaient, tiens, ici, on va voir quoi? On va voir une Google Coin. Non, eux, c'est leur Google Cloud et maintenant intégrer des services financiers par rapport à ça. Donc, on appelle quoi? Des pros. Donc là, maintenant, il y a un partenariat qui a été fait pour avoir quoi? Vous voyez, des outils qui vont nous permettre, comment dirais-je, d'avoir accès à toute une sorte de service qu'on va mettre accessible à travers le Google Cloud. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner tout ça. Donc vous voyez que là maintenant, c'est quoi? On voit de plus en plus de grosses corporations qui s'intéressent au monde crypto. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une autre boîte ici, c'est EY, qui est une des top 4 au niveau des entreprises de consulting, qui elle maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un outil qui permet d'auditer les blockchains. Et là, c'est quoi? Là, c'est qui va pouvoir s'en servir? Tous ceux qui travaillent dans le fixe, donc dans le fisc, c'est un outil là qui va permettre d'auditer de tout et savoir qu'est-ce qui s'est passé et donc qu'est-ce qui est taxable ou pas. Vu que cette compagnie aussi, elle le fait. Lorsqu'elle fait des audits, et là, c'est les grosses compagnies, vous voyez qu'il y a beaucoup de revenus, il y a beaucoup de choses. Pour être sûr que rien ne nous échappe, on passe pour une tierce partie qui va nous auditer. Comme ça, sur base de nos audits, nous, on peut remettre ça aux autorités et on va dire, tiens, vous avez fait ça, 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 ça et ça. Ici, on peut vous taxer de autant. Un autre exemple, lorsqu'on a des hedge funds et ainsi de suite et tout ça, on passe par ces boîtes d'audit. Pourquoi? Parce qu'elles vont auditer toutes nos transactions et comme ça, on peut savoir qu'est-ce qu'on a fait comme transaction, si on est en gain ou si on est en perte. Et d'un autre côté, quoi aussi, si j'ai des clients qui m'envoient de l'argent, comme lorsqu'on avait des fonds, on avait des fonds qui étaient audités, d'autres qui n'étaient pas audités. Pourquoi? Si un client me donne 100 000, il ne sait pas ce que j'ai fait avec les 100 000. Pour être sûr de savoir qu'il y a bel et bien le retour qui a été fait sur ces 100 000, on audite les comptes. Comme ça, le client a une copie de l'audit, il sait, voilà, tu m'as donné 100 000 et il y a quoi? Il y a eu un retour de 30%, donc tu as 130 000 net. Donc là, l'audit montre toutes les opérations qu'on a faites. Et oui, en effet, quand on décompte les commissions, les intérêts, enfin peu importe, voilà, on a généré autant en brut, mais en net, on a ça, donc on a eu un retour de autant. Et donc ça, tout professionnel, ça accompagne quoi? Les track records. Ouais, mais ça encore une fois, c'est quoi? Ce sont des choses que l'on montre qu'aux investisseurs accrédités. Ouais. Pourquoi? L'argent appelle l'argent. Je ne vais pas payer un audit à plus de 10 000 euros si c'est pour le montrer à quelqu'un qui va venir investir avec 5 000 euros. Ça ne me sert pas. Je monte mon audit à une personne qui a minimum 1 million. Parce que je sais que voilà, dans ces 1 million, j'ai des frais de commission qui vont me faire quoi? Qui vont couvrir les frais de l'audit. Un audit, ça coûte de l'argent. Ok? Alors maintenant, continuons. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit encore d'autres compagnies qui ont pas mal de choses. On voit ici la startup qui a été backée par Uber. Je pense qu'on avait déjà donné cette news lors de la journée d'hier ou d'avant-hier, ou je ne sais plus quoi, qui a fait quoi? Qui avait lancé quoi? Une plateforme de trading. Ouais, donc là, c'est pas mal. Donc là, on avait vu ça, je pense, hier, dans lequel il y avait pas mal de cryptos qui étaient admises là-dedans. Et en gros, c'était quoi? C'est pour être voilà, ça s'appelle Voyager, qui était en compétition avec Robinhood. Pourquoi? Parce que Robinhood voulait être en compétition avec Coinbase et enlever les commissions. Et donc là, on voit que là, maintenant quoi? Cette startup ici qui était backée par Uber a pu faire quoi? Non, c'est la même chose. Donc on va avoir beaucoup plus de compétition. Vous voyez que tout ce qui est blockchain, ça ramène des services, mais ça ramène aussi des compétitions. Vous voyez qu'il y a beaucoup quoi? Il y a beaucoup d'offres. Ouais. Donc là maintenant, les clients, ils vont se donner à cœur joie. Donc là, il y a assez de place pour tout le monde. C'est ça le capitalisme. C'est une compétition. Donc là, voilà.
Ici, c'est un cas de fraude. Donc là, je vous laisse découvrir ça. Donc là, il fallait bien qu'il y ait un cas de fraude, hein, tout n'est pas rose dans le monde du blockchain et des cryptos. Et donc là, il y avait le créateur d'un exchange, WeExchange de Bitfounder. Ben voilà, ben, il a dit que oui, il était coupable. Donc il détournait des fonds, il manipulait les comptes des clients, il affichait des, comment dirais-je, des fausses balances. Pourquoi? Imaginez-vous, ben moi, ma balance me dit que j'ai 100 bitcoins. Ben non, t'as pas 100 bitcoins vu que moi, j'en ai volé 50. Et donc, le client envoie toujours 100, mais au fait, non, il n'y avait pas 100, il y avait 50 bitcoins. Donc là, il y avait beaucoup de manipulation dans son exchange. Et lui, ben, il en profitait de ça pour vivre. Et voilà, donc jouer avec les jouer et vivre grâce au dépôt des clients. Donc voilà. Donc là, bah, il a, comment dirais-je, il a accepté, comment dirais-je, bah, il a plaidé coupable. Donc là, bah, lisez le tout et on va voir, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi parle toute cette histoire. Vous voyez que ça, il y en a de plus en plus, hein. Donc là, bah, voilà, même ceux qui semblent être OK, il y a toujours un truc qui est pas OK. Donc voilà. Alors maintenant ici, vous avez qui? Vous avez le CEO de Mastercard. Et Mastercard, encore une fois, avec lui, il continue à faire quoi? À toujours bâcher les cryptos. Donc c'est Ajay Banga qui a utilisé le mot G, donc le G-word, non, le J-word, ici c'est quoi? C'est junk. Donc junk c'est quoi? Bah, c'est du trash, c'est de la poubelle, c'est du caca. C'est ce qu'il dit, lui, des cryptos. Donc voilà, avec au monde des corporations, tout le monde n'est pas OK. Mais maintenant, on revient sur une chose, on voit que Mastercard, c'est quoi? Ils sont en train de déposer beaucoup de quoi? Beaucoup de patentes, donc beaucoup de brevets pour tout ce qui est blockchain. Donc on se dit, bah tiens, donc tout ça c'est quoi? Ben, en gros c'est quoi? Les cryptos sont décentralisés, mais rappelez-vous lorsqu'il dit ça c'est quoi? La plupart des cryptos qui sortent aujourd'hui sont centralisés, donc à travers Ethereum, ainsi de suite. Mais lorsqu'il parle de décentralisation, c'est vraiment ceux qui sont réellement décentralisés dans leur nature. C'est-à-dire quoi? Bitcoin principalement. Donc pour lui c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ce qu'ils disent, hein, parce qu'il n'y a personne qui les contrôle. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Personne qui les contrôle, marché tel qu'il est, beaucoup de volatilité, ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses qu'ils n'aiment pas. Donc vous voyez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre ce qu'il y a. Lorsque vous voyez ça, il faut bien déterminer. Il y a des cryptos qui sont centralisés. Et ça, c'est pas quelque chose qui est en problème. C'est pas un problème pour eux. Pourquoi? Ce sont eux qui financent ces startups qui mettent sur pied ces cryptos centralisés. Mais ils ont un problème avec ce qui est décentralisé. Et ce qui est décentralisé a beaucoup de succès aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Les bitcoins qui, pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème crypto, se voit rétribuer quoi, 46%. OK? Maintenant, on va à une autre institution japonaise et on va à Hitachi. Et Hitachi, on voit quoi que eux aussi sont en train de tester quoi? Ils sont en train de faire des tests ici pour les retail settlements. Pensez au retail, c'est quoi? Retail, ce sont des magasins. Un magasin comme quoi, ben, pour tout ce qui peut être comme un Carrefour ou quoi que ce soit. Ben, les settlements, ce sont les règlements. Donc, est-ce que le blockchain peut nous permettre réellement de faire ces règlements beaucoup plus rapidement? Oui, quand on parle de retail, c'est ça, ce sont des shoppers, donc ce sont des machines, vous voyez, et permettre de quoi? D'avoir des paiements qui sont beaucoup plus rapides, ainsi de suite et tout ça. Donc, Hitachi, qui travaille dans la technologie, ainsi de suite, voilà, c'est quoi? Oui, comme IBM, beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous êtes à la caisse, oui, allez à une caissière, oui, les caisses qu'il y avait, l'infrastructure qui sous-tend le tout, c'était l'infrastructure d'IBM. Alors maintenant, Hitachi fait plus ou moins pareil. Hitachi, c'est un gros, comme on dit, c'est un conglomérat. Donc, ils bossent dans pas mal de choses. Et l'une des choses dans lesquelles ils sont en train de bosser, ils donnent des solutions par rapport à ça. Et donc là, maintenant, voir l'utilité du blockchain et comment est-ce que cela va pouvoir les aider. Et maintenant, ici, je vous laisse avec deux vidéos qui viennent d'un Venture Capitalist Fund. Donc ici, c'est quoi? C'est Andreessen Horowitz. Et là, il parle de quoi? Des cryptos. Et ici, c'est quoi? Il parle de tout ce qui est crypto, décentralisation, blockchain. Et donc là, ce sont les études qu'ils font. Rappelez-vous, eux sont des investisseurs sophistiqués. Ils investissent dans ces startups. Et donc là, voilà, ils reviennent dessus. Et la deuxième partie de l'émission ici, ils reviennent sur quoi? Crypto Networks et Cities. Donc là, c'est quoi? Dans les villes, ainsi de suite, et tout ce qui est en train de se passer. Donc là, il y a pas mal de choses qui se font. C'est super intéressant. Comme ça, vous allez voir exactement ce qu'ils ont et sur quoi ils basent leurs recherches et les ressources qu'ils ont, comment ils les utilisent. OK? Donc voilà. Longue émission aujourd'hui parce qu'on a fait une longue introduction, on a eu une longue parenthèse, mais c'était utile. Donc là, moi, vous pouvez me retrouver au www.jcitume.com pour tout ce qui est service de consulting et de recherche. Encore une fois, je vous laisse avec ce petit rappel qui est quoi? Que le Global Crypto Research Q3, il est fait. Donc plus de 16 heures de vidéo, 125 pages de rapport. Et pour tous ceux qui veulent me contacter ici, vous pouvez me contacter via quoi? Le email que vous voyez ici ou directement ici à travers le box de messages. OK? Et bien évidemment, tous ces liens, vous aurez tout dans la description de vidéo ici dans YouTube. Donc voilà, c'était une longue émission aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous avez de la matière pour vous, pour réfléchir, pour penser. Et donc là, moi, je vous retrouve demain dimanche pour le Bit Dimanche. On va analyser tout ce qui est Bitcoin demain. OK? Donc un grand merci à tous. Bon week-end, bon vacances, bon départ en vacances pour ceux qui sont en vacances. Et on se retrouve demain. Merci à tous. Bye bye.